Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente Génération Do It Yourself. L'idée de ce podcast est de décortiquer le succès de sportifs, d'entrepreneurs ou d'artistes. À travers des discussions sans filtre, je cherche à découvrir leur parcours, leurs outils et de comprendre leur mode de pensée et leur organisation. Ce podcast existe grâce à Cosa Vostra. Avec Cosa Vostra, nous conseillons et accompagnons autant des grandes entreprises du luxe du CAC 40 que des startups, des PME très traditionnelles et même quelques entreprises et administrations publiques. Ma plus grande fierté, c'est avant tout la merveilleuse équipe que nous avons constituée. Nous nous arrachons au quotidien pour trouver des talents dans plein de domaines du digital, les meilleurs designers, les meilleurs développeurs ou encore les meilleurs consultants pour accompagner nos clients dans leur croissance et leur innovation. Nous serions ravis d'échanger avec vous autour de vos problématiques. Envoyez-nous un email à contact@cosavostra.com et si vous avez des talents à nous recommander, connectez-vous sur le site www.cosavostra.com. Merci. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi d'accueillir David Salabi de Cambon Partners. Salut David. Oui, salut. Est-ce que David, je peux te demander de te présenter ? Ok, David Salabi, 46 ans depuis la semaine dernière. Félicitations. Voilà, marié, 3 filles, dont une de 18 ans qui vient d'avoir le bac. Aïe. Voilà. Chef d'entreprise, depuis 15 ans maintenant. Création de Cambon Partners en 2003. Et banquier d'affaires. D'accord. Accessoirement, éleveur de chevaux de course. C'est vrai, tu sais que quand j'ai tapé David Salabi sur Google, j'ai vu David Salabi chevaux. Ouais, alors ça nous fait un point commun, parce que moi je suis pas du tout éleveur de chevaux de course, mais il se trouve que les hasards de la vie font que j'ai des chevaux. Alors moi je suis plutôt dans le trot, toi t'es dans le galop plutôt, galop. Hein. Ouais. Ouais, c'est plus prestigieux, hein, pour ceux qui connaissent pas. Le trot c'est les gueux, un peu, c'est un peu les ploucs. Mais bon, on se marre bien quand même. Et tu vas me raconter tout ça. Mm-hmm. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que j'allais dire comme moi, ou moi comme toi plutôt, t'es au milieu de plein d'entrepreneurs et de plein d'histoires d'entreprises, d'aventures incroyables. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment assez cool et intéressant. Et puis, c'est quand même un peu l'objet de ce podcast, de voir un peu comment les gens se lancent. Qu'est-ce que tu vois comme similitude entre les gens qu'on réussit, si on peut, au moins financièrement. Voilà, donc vraiment, je suis super content de te voir. C'est Maxime Topolov que j'ai reçu il y a quelques épisodes qui m'a dit il faut que tu vois David, il est cool. Ok, Est-ce que t'es vraiment cool? Très bien, ouais, j'espère, ouais. Et du coup, voilà, t'as commencé. Toi, t'es parisien? Ouais, je suis parisien, pur parisien. Paris 13e. D'accord. Cité HLM. D'accord. Voilà. Cité HLM. Cité HLM, au fin fond du 13e. D'accord. Famille, origine modeste, donc? Famille origine modeste, venant de Tunisie, dans fin des années 60. D'accord, très bien. T'as jamais connu les Tunisie, toi? Beaucoup plus tard, Ouais. via un ami de Dauphine qui m'a fait découvrir, mais pas par mes parents qui sont partis avec malheureusement pas un très bon souvenir au moment du départ. Ouais. Tu sais que j'ai des employés et une boîte en Tunisie. Hein, Ok, ouais, super. Et on y j'y vais assez souvent. Très bon développeur. Très bon développeur. Et puis j'ai un super podcast avec Mehdi Kemiri, qui est le fondateur. Okay. Tu connais? Ouais. Topnet. Cool. Et donc ta famille est arrivée. Toi, t'as eu une enfance parisienne, Dauphine, je crois, après, c'est ça? Ouais. Donc parisienne, scolarité dans le public. Pas premier de la classe. Pas dernier non plus. Pas dernier non plus, propre. Bien élevé, on va dire, hein, avec une mère consciencieuse. Qui te mettait des tapes derrière la tête. Ouais, voilà. D'autant que j'avais un père plutôt pas hyper sérieux, joueur de course, pas trop bosseur. Donc un risque que je suive la mauvaise voie. Donc, lui était dans le cheval, mais du côté des joueurs. Du côté joueur, ouais, absolument. Ouais. Ça gagnait, ça perdait, les deux. Il a eu le bonheur et le malheur de gagner un gros coup quand il était tout jeune. Et donc, il a pensé que c'était facile de gagner sa vie par cette voie-là. Et en fait, il s'est régalé, il s'est amusé toute sa vie, ce qui est aussi une bonne façon de voir les choses. Mais donc, moi, j'étais plutôt sérieux. Il travaillait quand même ? Oui, mais par à coup.
D'accord. Son trip, c'était plutôt les courses. Par coup. Voilà. Un vrai joueur, quoi. Ouais, un vrai joueur et un patron aux courses, on va dire. D'accord. Marrant. Ouais. Et ma mère qui m'a mis sur le droit chemin, donc études, bonne scolarité, ni premier ni dernier, et peu à peu, je me suis dirigé vers Dauphine. J'avais pas un top dossier, mais à l'époque, c'est par le bac, par la mention qu'on pouvait accéder à Dauphine. Donc je l'ai eu in extremis, à quelques décimales près de la mention. T'as bossé 2 mois avant le bac, et puis t'as réussi. Ouais, c'est la cafette, les jeunes, c'est ça qui m'a attiré Dauphine, quoi. Ouais. Mais j'étais pas du tout. Personne m'a montré la voie, en fait. Voilà. Personne m'a montré la voie, je me suis un peu débrouillé. Ok. Et t'avais des frères et sœurs? Tu as sœur, avocate, d'accord. Ok. Talentueuse. Et on l'embrasse. Et du coup, Dauphine, putain, du 13e, ça faisait loin quand même. Ouais, donc je me suis payé une petite voiture, petite Super 5 à l'époque, avec l'argent que ma grand-mère avait mis de côté toutes ces années pour que je me la paye. Voilà, donc c'était un petit cadeau. On embrasse ta grand-mère aussi. Aussi, là où elle est, ouais, absolument. Et voilà, donc on a. C'était une routine finalement. Une routine assez sympa. Et t'avais une idée en tête quand t'es rentré là-bas? Tu voulais bosser dans la finance, tu voulais bosser dans la banque, dans des choses? Non, je connaissais pas tout ça en fait. Je connaissais pas tout ça. Moi, mes parents m'ont pas guidé du tout. Ouais. Mes parents m'ont pas guidé. J'y suis allé encore une fois un peu par mimétisme en suivant des amis, des connaissances qui étaient là-bas et qui m'ont introduit, journée porte ouverte, etc. Mais au départ, d'ailleurs, je commence par faire des maths, donc la filière matheuse, la filière maths à Dauphine, voilà. Et simplement parce que j'ai quelques facilités là-dessus. Et ça n'est qu'après 3 ans de maths que je me rends compte que je veux juste pas devenir statisticien. ou ce genre de job, et donc je me rends compte qu'à Dauphine il y a une autre voie possible. Et là, je passe un été entier à apprendre compta, gestion, droit, pour passer le concours de ce qu'on appelait à Dauphine la MSTCF, la maîtrise des sciences et techniques comptables et financières. D'accord. C'est sur concours, et je suis major du concours. Voilà. Après un été studieux. D'accord, donc tu t'es mis à bosser vraiment à donf cet été-là. J'ai appris la compta en 2 mois. Je passe le concours avec des gens qui ont 2 ans, 3 ans de compta derrière eux. Et en fait, j'ai des grosses facilités sur cette matière. Ouais. D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est un bon souvenir. Moi, je crois que ma première... tu vois, je me souviens que mon premier... Pourtant, quand même, quand tu te dis la compta, c'est peut-être le truc le plus chiant du monde. Mais mon premier partiel de compta, je crois que j'ai eu 18, en effet. Et après, j'ai toujours bien aimé. Ouais, accroche ou on n'accroche pas, mais il y a une logique assez implacable. Et bon, c'est pas fun, mais c'est... Voilà, moi ça me parlait assez rapidement. C'est un business intéressant parce qu'il y a beaucoup de récurrence dans la compta quand même. Hein. Quand tu signes un client, généralement, tu le signes pas pour 2 mois. Quoi. Alors, je rêvais pas d'être comptable. Donc ça, c'est la matière qui m'a permis de me sauver des maths, on va dire. Il faut quand même dire que Maxime t'a présenté, quand il m'a dit il faut que tu appelles David, il était comptable à l'origine et puis il a créé Cambon. Mais je suis pas sûr que ce soit alors, effectivement, si on refait la fin des études pour finir avec ce volet-là, donc des maths, je passe à la compta gestion, donc cette fameuse maîtrise sur concours à Dauphine. Et au bout de ça... la façon d'avoir du boulot rapidement, et j'avais besoin de bosser, j'avais besoin de gagner ma vie, c'est l'audit. Donc je commence par l'audit, donc la compta, et pour aller au bout de l'idée, au bout de ce cursus-là, en parallèle, je passe le diplôme d'expertise comptable. Donc je suis expert comptable diplômé, avec la pratique qui va bien en audit, puisqu'il faut avoir pratiqué pour être diplômé. Mais après la durée de rigueur, c'est-à-dire 2 ans de pratique minimum, je passe à la finance. D'accord. Et là, je bifurque vers la banque d'affaires. Ok. Donc avant Cambon. Avant Cambon. Donc 2 ans d'études. À la fin de Dauphine, je fais 2 ans d'audit chez Deloitte. D'accord. Et après, voilà. C'est une bonne boutique. Bonne école, ouais. C'est un très bon complément de formation. Là, j'ai beaucoup de missions en France, en province, à l'étranger. Je vais beaucoup en Afrique noire. Je fais l'audit du groupe Bolloré, notamment Usinor en France, donc des méga dossiers qui sont hyper formateurs et sur lesquels j'ai des grosses facilités, honnêtement. Enfin, je survole le sujet sans aucun problème. Et tu kiffes. Je kiffe le fait de se sentir assez grand parce qu'on est chez le client, c'est hyper cadré, on bosse, quoi. On est dans la vie active, quoi. On est dans la vie active, mais avec plein d'inhibitions encore à ce moment-là. C'est-à-dire que
Je sens que c'est pas encore réel pour moi. Ça, je pensais pas que tout ça était accessible pour moi quand je démarrais. J'avais fait aucun plan, je savais pas où j'allais. Et puis là, je me retrouve dans un espèce d'environnement où il y a des mecs super intelligents, archi diplômés, qui viennent de grosses familles. Et je suis pas encore. Je réalise pas tout à fait. Je sais pas trop où je suis, quoi. Et donc, j'ai une certaine timidité au départ, vraiment. D'accord. Je fais mon boulot, quoi. Je bosse, mais sans me la ramener. On pourra revenir là-dessus parce que je pense que tu l'as encore un peu, cette petite timidité, peut-être. Mais on a parlé avec Alex Pro, le fondateur de Conto. Il m'a expliqué un petit peu toutes les spécificités de McKinsey et ce qui faisait que McKinsey était McKinsey. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus sur Deloitte, comme diraient nos amis américains? Pourquoi c'est aussi gros? Pourquoi tu payes aussi cher pour avoir Deloitte? Pourquoi c'est juste qu'ils sont gros et qu'ils peuvent faire de l'international et qu'ils ont un gros réseau? Il y a des méthodes, j'imagine, il y a des choses incroyables. Je pense que Deloitte, on va parler plutôt des Big Four, en fait. Parce que Deloitte ou un autre des Big Four, c'est pareil. Tu rappelles-moi les Big Four? Big Four, ça a évolué avec le temps, parce qu'à l'époque, c'était les Big Six. C'est devenu les Big Four. Donc, il y a KPMG, il y a EY, ex-Ernst & Young, et Price. Voilà, et Deloitte. Voilà, donc ces 4 Big Four, ce sont en fait des firmes, parce que je crois que là le terme est bien approprié pour ce genre de boîte, dont l'organisation résulte de dizaines d'années de processing, on va dire. Donc c'est hyper cadré, ils ont réussi à faire un travail de conseil et de service à la chaîne, on va dire. C'est un travail à la chaîne, hyper cadré, de telle sorte que les jeunes diplômés puissent bosser de façon très autonome, parce que très encadrés par des normes, par des standards de travail qui n'ont fait que se préciser, s'affûter, évoluer pendant des dizaines d'années, quoi. Et exploiter sur des gros cas d'école, puisque leurs clients c'est le CAC 40 principalement, et ensuite décliner sur toute entreprise. Mais donc c'est la méthodologie, quoi, qui est extrêmement impressionnante dans ces firmes. Et est-ce qu'il y a des points de méthodologie que tu peux nous décrire, dont tu te souviens, ou c'est trop loin, ou c'est trop... Non, c'est surtout le fait de rien laisser au hasard. Toute démarche, quand tu pars une semaine chez le client, tous tes faits et gestes sont presque prévus à l'avance, et tu dois... c'est des cases à cocher, quoi. C'est des cases à cocher qui peuvent, si tu prends pas assez de recul d'ailleurs, rendre le job assez standard, assez banal. Faut justement faire l'effort de prendre un peu de recul pour profiter de ces structures-là et profiter de toute l'information qu'elles peuvent te donner. Sinon, tu n'es qu'un pur exécutant à je dirais, à ticker des checklists, quoi. Oui, on parlait un peu de pion avec Alexandre, mais ce côté un peu interchangeable, très... Mais ça permet de bosser vite. En fait, t'es jeune diplômé, tu sais rien faire en réalité. T'es juste ultra formé, très bien, mais pas pragmatique, t'as pas mis en pratique encore. Et là, je trouve que c'est un bon sas entre sortie des études et vrai conseil de haut niveau. Et donc, pour moi, en l'occurrence, c'était entre fin de Dauphine et début banque d'affaires. Et entre les deux, ça a été emmagasiné, ça a permis d'emmagasiner beaucoup de confiance, parce que voilà, tu te crois très utile alors que en réalité tu n'es qu'un exécutant. mais tu prends de la confiance parce que les clients sont beaux, parce que c'est des jolis noms, parce que voilà. Donc et puis c'est un première victoire, on va dire, dans la vie active. Voilà, c'est pas trop dur de réussir ses premiers pas dans ce genre de firme. Voilà. Et c'est un peu la clé, en fait. Alors, tu me le diras, mais peut-être de toutes les boîtes dans lesquelles tu es impliqué, les ventes, les succès là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'en fait, le processing et la méthodologie, quand une boîte grossit, c'est la seule manière de réussir. C'est la seule manière d'être scalable, pour employer un terme encore un peu à la mode. Oui, c'est clair. Les boîtes les plus impressionnantes, sont celles qui sont très processées. Parce que j'ai l'impression, tu me dis si j'ai tort, mais tu vois, de plus en plus, je vois là, quand tu veux lever des fonds, alors notamment auprès de gros fonds américains, si t'as pas un Salesforce, ou similaire, mais souvent c'est Salesforce qui est le dominant là-dessus,
en gros, t'es pas pris au sérieux. Si t'as pas, si tu passes ta vie à changer de bureau et que tu vas pas chez WeWork parce que en fait, j'exagère un petit peu, mais tu vois, parce que en fait, de toute façon, tu grossis tellement vite que te prendre un bail 369, c'est complètement débile. Et t'es pas, enfin, il y a plein de petits points comme ça où en gros, c'est de façon générale, c'est le système d'information. Et au-delà de Salesforce, c'est le système d'information le plus propriétaire possible, le plus adapté à ton business. Quand tu dis le plus propriétaire, c'est pas développé sur mesure, in-house. Pour toi. Salesforce, c'est pas sur mesure. Alors, tu développes du Salesforce autour de toi. Salesforce, c'est bien que tu cites Salesforce, mais les très belles boîtes sont pas sous Salesforce. Ouais. À la limite. C'est difficile de généraliser, mais celles que j'ai vues le plus, celles qui m'ont le plus impressionné, s'ils veulent d'ailleurs, je leur dis bienvenue, appelez-moi. Mais celles qui m'ont le plus impressionné sont celles qui ont développé leur propre système. Ouais. Donc sous différentes technos, mais sous web quoi. En général, ces derniers temps, c'est des systèmes d'information web avec une interface facile, sympa, accessible par tous les employés et partagée. Quoi. Sachant qu'il faut pas forcément réinventer la roue. Enfin, c'est aussi tu développes ton propre système, mais qui est branché à plein d'autres systèmes. Tu vas pas refaire un Slack, tu vas pas refaire un... Non, ça peut être... exactement. Voilà. C'est un système d'info qui utilise des briques existantes, mais qui est très adapté à ton business et au suivi quotidien de ton business, à l'émulation de tes équipes, à l'objectivité dans l'évaluation des équipes, etc. Et à quel moment tu crois qu'il faut... vraiment se dire, parce qu'au début il faut pas trop processiser quand t'es tout petit, 5, 6, 10 ça sert à rien parce que tu te concentres sur les mauvaises choses. Ceux qui le font me font assez peur. C'est au départ faut être ultra intuitif et pragmatique, sentir le business de façon empirique, y aller, avancer par l'instinct, et une fois que de façon empirique tu as établi ta façon de bosser, ta culture d'entreprise, là tu la traduis en un système d'information qui ensuite permet de grossir, quoi. Ouais. Si je reviens dans le vif du sujet sur ton passage chez Deloitte, je trouve ça trop bizarre de dire le wa en oit. Pardon, le mec s'épanche sur des trucs complètement débiles. Toi, t'es rentré là-bas en te disant je fais mes 2 ans de compta et je ferai autre chose, ou pendant tes 2 ans, tu t'es dit oula, c'est sympa, mais je vais quand même passer à autre chose? Moi, je suis rentré là-bas pour dire j'ai besoin de gagner ma vie. Voilà, ça, c'est primordial. C'était déjà très prestigieux, j'imagine. Ouais, oui, c'est d'ailleurs plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'audit à des jeunes diplômés d'école de commerce ou de Dauphine, ils regardent ça comme le dernier des métiers, en fait. À l'époque, c'était pas le cas. Ça faisait partie des bons axes. Oui, de façon assez prestigieuse. Il y avait encore Arthur Andersen, le fameux, qui est devenu du coup maintenant. Qui est devenu rien du tout, qui a été liquidé. Mais il n'y a pas eu dans les grosses parties. Bain et c'est pas des. Il y a EY qui a récupéré une partie. Il y a la partie consulting est devenue Accenture. Il y a des bouts qui se retrouvent. Il y a beaucoup de nostalgie d'ailleurs de cette entreprise. Ça faisait rêver les jeunes diplômés, ça c'est clair. Donc oui, c'était assez prestigieux, effectivement. C'était assez prestigieux. Moi, en ce qui me concerne, j'ai besoin de gagner ma vie. Et d'ailleurs, pour être très précis, j'ai travaillé dans un cabinet qui a rejoint Deloitte. Le cabinet s'appelait Calan Ramolino, c'était le 8e ou 9e français. Et en cours de job, enfin, ils ont été rachetés par Deloitte. Donc au départ, c'est même pas Deloitte, c'est un plus petit cabinet, mais bon salaire, bonne surface de dossier, enfin bon dossier pour attaquer. Moi, j'ai pas fait 3e cycle alors que d'autres le faisaient. J'ai besoin de gagner ma vie, tout simplement. Sachant que en plus à la maison, si je comprends bien, on n'était pas très sensible à ça, donc il n'y avait pas ce côté de prestige. Enfin voilà, tu avais un salaire, ils étaient contents. C'était déjà très au-dessus de toute espérance. D'accord. Chez moi, c'est d'être là. Voilà, je fais ma place dans la société française, au milieu des gens les plus diplômés, avec un bon salaire. Je suis bien. Cool. Et alors là, du coup, tu quittes au bout de 2 ans. Pourquoi, comment? Au bout de 2 ans, 2 ans et demi, ouais, absolument. Effectivement, ce qui m'a toujours plus attiré, c'est la finance. La finance d'entreprise, hein, donc pas la finance de marché. C'est tout simplement un peu le hasard des choses, comme toujours. Moi, c'est vrai que mes grands virages
moi, mes grands virages ont toujours été teintés par un peu de chance. Je partage mon bureau avec une fille qui me dit tiens, j'ai une banque d'affaires qui m'a appelé, mais c'est quoi la banque d'affaires? Je sais pas, moi ça m'attire pas du tout. Je vais être contrôleur de gestion, qui est la voie après l'audit en fait. Quand tu vas en entreprise, ouais, voilà, un truc vraiment très très chiant. et je dis attends, moi ça m'intéresse. Donne-moi le contact et je vais creuser. En tout cas, tu peux proposer l'idée de m'appeler, etc. Et puis c'était la banque Argile, donc la banque du groupe Lagardère. D'accord. À l'époque, beaucoup d'industriels avaient leur banque d'affaires. Voilà, donc Argile, A-R-J-I-L, donc Arnaud et Jean-Luc Lagardère, avaient leur banque d'affaires qui était une banque assez prestigieuse, qui jouait dans la cour des Rothschild, Lazare et autres. Et ils cherchaient un profil très technique pour compléter leurs équipes et voilà, c'était un peu le hasard des choses, mais ça correspondait à une aspiration, à savoir passer de la compta à la finance. La compta, c'était pour moi un complément de formation, c'était les bases techniques. Une fois que j'avais acquis ça et que j'étais à l'aise, je voulais apporter plus de conseils, plus de valeur ajoutée. Et du coup, Argile, tu rejoins ça en quelle année à peu près? Je rejoins Argile en 97. D'accord, 97 et t'apprends quoi là-bas du coup? Tu restes encore un des très jeunes, j'imagine, là-bas, puisque... Ouais, mais j'apprends dans la douleur parce que quand j'arrive, la banque c'est un moment euphorique. Ils sont en train de traiter le plus gros dossier qu'ils n'aient jamais eu, c'est-à-dire la fusion Matra aérospatiale. D'accord. Un énorme dossier. Ils sont complètement dépassés. C'est du boulot. Alors on me disait que la banque d'affaires c'était énormément de travail, c'était des horaires de dingue, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Quand j'arrive, je bosse sans exagérer 20 heures par jour, 7 jours sur 7, sans arrêt, une machine et en plus je dois apprendre parce que je viens de l'audit, donc on me disait que on me laisserait le temps de m'adapter, d'apprendre les méthodes d'évaluation d'entreprise, etc. Et en fait, il y avait de telles urgences sur les dossiers que j'ai dû plonger et me faire très mal tout de suite. Et donc, j'apprends tout seul, quoi. J'apprends tout seul en posant des questions. Tu fais pas n'importe quoi en bossant 20 heures par jour, 7 jours sur 7? Enfin, je veux dire, tu fais pas plein de conneries non, parce que c'est pas ma nature et puis j'ai une certaine résistance, mais en fait, je bosse et en même temps que je bosse, j'apprends parce que chaque point que j'aborde que je ne comprends pas, je le bouquine. Donc je fais des allers-retours à la FNAC. À l'époque, il n'y a pas Internet. Ouais, c'est ça, 97. Pas de web. Donc j'apprends. Il y avait du web, mais il n'y avait pas grand-chose dessus. Pas grand-chose. Ouais. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas cette facilité et il n'y avait pas beaucoup de contenu. Ouais, exactement. Ouais. Donc ouais, je bosse énormément et j'apprends en même temps. Voilà, j'apprends en même temps. Et ce que m'a donné cette banque-là, c'est cette densité de travail. C'est-à-dire qu'en fait, en un temps relativement limité, j'apprends énormément. Et c'est dans une culture de banquiers d'affaires à l'ancienne. Énarques pour la plupart, qui ont une culture de l'écrit en fait. Donc on écrit très bien. C'est vraiment extrêmement rigoureux sur la virgule près, la syllabe près. Enfin, chaque mot doit avoir un sens. Et ça m'a marqué pour la suite en fait. C'est une grande rigueur de l'écrit. Et c'est extrêmement utile paradoxalement dans le métier d'un financier et en particulier d'un banquier d'affaires. Savoir écrire est fondamental en fait, fondamental pour transmettre le message, pour vendre, pour mettre en avant, pour valoriser tout ce que le sous-jacent en fait. La précision de l'écrit est fondamentale et donc j'ai beaucoup appris au sein de cette banque. Et là-dessus on pourra revenir, mais la précision de l'écrit, t'as des choses en tête que t'as améliorées à ce moment-là? Enfin, je veux dire, typiquement, moi, j'essaye de demander ici à mes collaborateurs de faire souvent plus court, parce que le long est potentiellement un ennemi, déjà parce que tu le lis pas forcément entier, parce que tu lis en diagonale, et en plus, ça prend beaucoup de temps. Mais quoi que le court peut mettre du temps aussi à écrire, mais... Non, c'est faire court, faire précis, utiliser le bon mot surtout. On a un vocabulaire assez riche, et donc c'est utiliser le bon mot pour chaque situation, bien introduire les sujets, ne pas employer des superlatifs trop souvent, puisque tu es en situation de vente, donc c'est déjà suffisant en soi. Il faut pas en rajouter. C'est justement le sens de chaque mot qui va servir la cause et pas l'emploi d'adverbes et de superlatifs
de façon trop exagérée. Non, c'est cet ensemble de choses, ouais, qui. Donc je vais pas pouvoir vendre cet épisode en disant un épisode fantastique. Non, l'adverbe très chez nous est banni. C'est vrai. On peut pas on peut pas dire une hausse très importante. L'adverbe très est banni. On emploie des termes comme significatif, comme voilà. C'est très. Un nouveau collab qui arrive chez toi, dès qu'il met un ou deux traits, il se prend un petit taquet. C'est interdit. D'accord, c'est marrant. C'est très drôle. Ok, et donc 20 heures par jour, 7 jours sur 7, c'est écœurant. Ouais. C'est écœurant. J'écris ma démission, je sais pas combien de fois. En fait, c'est insoutenable. Tu leur donnes ou tu l'écris juste? Je l'écris. J'ai des grands moments de solitude, honnêtement. Des grands moments de solitude. Genre dépression presque ou... dire où je suis où, quoi. Je suis où, et puis en plus... à quoi je sers? Ouais, en fait, pourquoi autant de mépris? Parce qu'en fait, on est dans une banque aussi à l'ancienne où l'associé est un peu dans le mépris des collaborateurs. Hein. Très compliqué. On est dans la porte capitonnée, l'associé qui revient de la chasse le dimanche soir et qui te met la pression en te demandant alors ça vient, ça sort, alors le doc il vient. Et là, le type sait rien faire. Il sait rien faire sauf avoir un carnet d'adresse. Et là, tu te dis, mais waouh, je vais pas pouvoir durer très longtemps en acceptant qu'on me parle de sur ce ton-là. C'est impossible. Donc moi, je suis toujours dans le respect, dans les valeurs, je dirais, de légitimité, de générosité. Et je peux pas supporter qu'on parle comme ça. Donc très vite, je comprends que ça va être compliqué. Je vais prendre ce que j'ai à prendre. Donc, lorsque j'écris mes lettres de démission, je me dis est-ce qu'en termes d'évolution, de carrière, etc., c'est le bon choix? Et puis, je tiens. Mais avec au fond de moi, très tôt, l'idée que je pourrais pas subir une hiérarchie non légitime. C'est impossible. Et donc, voilà, c'est à ce moment-là que naît peut-être l'idée de vouloir être de plus en plus libre, en fait, de plus en plus libre. Surtout qu'après finalement avoir tenu 2 ans, même 3. 3 ans, ouais. 3 ans à ce rythme-là. Avoir pris beaucoup de poids au sein de cette banque, je prenais les beaux dossiers, j'étais bien à l'aise, j'étais à ma place. J'avais l'impression d'avoir trouvé le métier qui me correspondait complètement, mais avec ce malaise relationnel par rapport à une hiérarchie illégitime. T'as pas gagné le respect, en fait, c'est ça non plus? Si, j'ai gagné le respect. J'ai gagné le respect, mais j'avais du mal à servir des gens qui n'avaient aucune technicité. Oui. Voilà. C'est quand même... Tu dis les servir, du coup, aussi. Tu restes quand même, tu restais le petit David, bien sûr. Le petit collab ou le petit... C'est vrai, mais j'avais beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus avec certains directeurs, peut-être pas associés, qui eux maîtrisaient parfaitement. Et là, c'était un plaisir, c'était un débat technique, c'était un brainstorming sur le bon angle à prendre, c'était profond comme discussion. À l'inverse, les associés étaient des associés de carnet d'adresse pur et banque un peu à l'ancienne. Et c'est là où ça a coincé, très honnêtement. Ce qui sert à un associé de carnet d'adresse, mais c'est mieux quand il fait du carnet d'adresse et de la technique et de la strat et des choses intelligentes. Absolument. Mais en fait, la banque d'affaires a été du carnet d'adresse pendant très longtemps. En fait. Le carnet d'adresse primait sur tout. Pendant très longtemps, la banque d'affaires, c'est l'intermédiation et la technicité. Mais l'intermédiation a été très longtemps extrêmement importante parce qu'en France, comme ailleurs peut-être, mais peut-être encore plus en France, le fait d'être passé par l'inspection des finances, d'avoir été énarque, d'être passé par l'IX, etc., crée des accès que d'autres ne peuvent pas avoir. Et l'accès, ce qui est toujours le cas. Ce qui est toujours le cas, mais je trouve, alors après, là on fait encore un petit bond en avant, à partir des années 2000, cette fameuse bulle Internet, le contact... je sais pas, il y a une ouverture incroyable, il y a une bouffée d'air, une montée en puissance des entrepreneurs, une fluidité dans le dialogue, une accessibilité. Il y a eu une rupture à ce moment-là avec tout ça, et on a commencé à se dire, mais finalement, moi, je travaillais avec des gens bons, quoi, pas spécialement des carnets d'adresse, de la compétence, quoi, de la compétence, des mecs, des types qui savent faire, quoi, et voilà, donc ce qui peut être de temps en temps un peu lié à ton
niveau d'études ou le prestige de tes écoles, parce que tu as quand même évidemment, quand tu es arrivé au bout de l'X, de l'ENA, d'HEC, ben, a priori, tu as quand même bossé un moment, et tu as eu une envie où tu es déjà dans une orientation, mais pas que, c'est ça. Ouais, pas que, mais enfin, beaucoup de respect pour toutes ces écoles. Ouais. J'admire. On les côtoie évidemment sur le terrain tout le temps, et c'est top. Hein, c'est des hyper bonnes formations, et on est super chanceux en France d'avoir toutes ces formations, y compris celles-ci qui sont hyper élitistes. Non, moi c'est. Dauphine, cela dit. Ça fait partie du cercle, ça fait partie du bon cercle. Non, ce que je dis simplement, c'est que moi je suis plus branché. Tu bosses bien, tu as les compétences, tu rends un très haut niveau de service, et ensuite tu le fais savoir, mais pas l'inverse, pas de je sais pas, tu gagnes pas de façon illégitime, tu gagnes de façon totalement légitime. Voilà, c'est ta légitimité qui ensuite te fait progresser dans la société, te crée ta place, quoi. Tu te crées ta place par ta légitimité, ton boulot, mais de toute façon, j'ai pas eu le choix. Moi, tout simplement, enfin, je pars pas avec Dauphine. Ça reste que c'est. Il y a pas du tout de réseau. Hein. C'est un bon niveau simplement de compétences, quoi. Mais et de formation. Voilà, non, donc je vis simplement cette banque d'affaires. Justement, je vois l'image de l'associé que je ne veux pas être, quoi. Tout simplement. C'est voilà, le creux, l'associé assez creux, quoi, et qui nécessairement pour asseoir son autorité, voilà, doit juste être autoritaire, limite tyrannique, et ça c'est pas possible pour moi. C'est vrai que ça fait un peu penser au monde d'avant. Complètement. Qu'est-ce que c'est une banque d'affaires, David ? Une banque d'affaires, alors c'est un terme un peu pompeux qu'on utilise. Il n'y a rien de banque finalement. Banque, c'est un terme, je dirais, lié à la réglementation qui fait que lorsqu'on lance une offre publique sur une société qu'on veut racheter, on est obligé d'avoir un statut de banque. Voilà, mais on n'est pas banque au sens prêteur, au sens compte en banque. Banque d'affaires, c'est en fait du conseil. C'est une société de conseil et d'intermédiation qui réalise des transactions de cession d'entreprise, d'acquisition d'entreprise, de levée de capitaux, de financement, voilà, tout ce qui touche au haut de bilan, au capital des entreprises, voilà, dont le produit fini est de livrer une transaction, en fait. D'accord. Donc c'est un truc que tu peux monter tout seul, finalement. Non. Sur des petites transactions, non ? Ça s'est ouvert à partir des années 2000, effectivement. Mais avant ça n'existait pas. C'est-à-dire que les banques d'affaires, les banques d'affaires, c'est en France, c'est Lazare, Rothschild, BNP Paribas, avant d'être BNP Paribas d'ailleurs. Les banques d'affaires, c'est les banques d'affaires qui traitent le CAC 40 en fait. Hein. C'est des méga deals. Il n'y a pas de deal auprès d'entrepreneurs, il n'y a pas de deal auprès de PME familiales. Pourquoi ? Parce que jusqu'aux fin des années 80, voire même fin des années 90, la culture, c'était de transmettre de père en fils. Il n'y avait pas de private equity, il n'y avait pas autant d'acteurs. C'était pas une industrie comme elle l'est aujourd'hui. Donc, à l'époque, en tout cas, si on se situe, puisque au stade de notre conversation, on est au début des années 2000 à peu près, la banque d'affaires, c'est Lazare, Rothschild, Paribas, puis les banques d'affaires américaines, Goldman Sachs, Lehman Brothers. Oui, ce qui est assez clair dans tout ce que tu dis, un des sous-jacents, c'est que quand tu crées une entreprise... on va dire avant 2000 pour... T'as pas de marché, en fait. Ton objectif, c'était de faire grossir ta boîte, de gagner de l'argent, de distribuer des dividendes, exactement, de la faire grossir encore, de la céder à tes enfants. Exactement. Mais il n'y avait pas du tout d'objectif de la revendre. C'était de la revendre ou de faire du cash out, c'est-à-dire une opération patrimoniale, puis de continuer. Non. Donc tout ce qui est TPE, PME, en tout cas, c'était pas vraiment le cas, quoi. Et ça, c'est arrivé depuis à peine 20 ans. Oui, c'est arrivé quand on regarde, c'est arrivé avec l'ouverture déjà des marchés boursiers. Donc on a décliné les marchés, on va dire des large cap, des grosses entreprises en marchés dédiés aux PME. Donc on a eu le second marché, le nouveau marché, puis Alternex, puis voilà, on a démocratisé déjà les marchés financiers pour les rendre accessibles aux PME. Puis, à côté de ça, on a eu le private equity, donc les fonds d'investissement qui s'intéressent aux sociétés non cotées, qui, donc, pareil, ne s'intéressaient qu'au large cap, mais une fois, après avoir constaté que
ça se passait très bien, qu'il y avait de très beaux rendements sur le large cap, ils ont décliné vers le small et mid cap. Donc les petites entreprises. Et en parallèle, encore une fois, de l'ouverture des marchés financiers. Donc tout ça va en parallèle, puisque la liquidité en fait boursière permet en amont de motiver le private equity. Et puis à force de développer, de lever de l'argent pour investir au sein des entreprises de nos côtés, c'est devenu une industrie. C'est devenu une industrie incroyable. Mais toi, tu vois, tu as une réaction quasi épidermique quand je te dis tu peux le monter tout seul. Toi, tu as quitté donc Argile en 2000 ? J'ai quitté Argile en 2000, exactement, en pleine bulle Internet. J'ai été chassé par un cabinet, une petite boutique, ce qu'on appelle une boutique M&A, qui ne faisait que de la levée de fonds, qui s'appelait MGT. D'accord. Qui était à l'époque, il y avait 3 leveurs de fonds. C'était un nouveau métier en fait. Il y avait Chausson Finance, MGT et Nets Capital. Et on s'adressait à ce qu'on appelait. Donc, pour préciser juste. Donc l'idée, une boutique comme MGT, Chausson, et tu as dit Nets Capital. Voilà. L'objectif, c'est d'aider des entrepreneurs à lever de l'argent donc auprès d'investisseurs potentiels, ce qu'on appelle les ventures capitalistes, des gens comme Marc Fournier qu'on a eu sur ce podcast par exemple chez Serena, qui investissent dans des entreprises pour les aider à grossir rapidement. À partir de 98, beaucoup de fonds d'investissement se sont créés en France. Notamment après la création par Strauss-Kahn des FCPI, donc ce sont des fonds avec des avantages fiscaux qui permettent d'investir dans l'innovation. Donc là, se sont déployés un certain nombre de fonds qu'on a appelés les ventures capitalistes. D'accord. Et ça a ouvert une voie qui s'est accélérée avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc le succès du venture dans les années 98-19 qui a connu de très très belles histoires. Et donc FCPI plus je dirais développement extrêmement fort, extrêmement rapide de l'internet en général et des startups a créé le venture en France, et donc a nécessité, comme toujours, à partir du moment où il y a plus d'une dizaine de fonds, et là en l'occurrence on parle peut-être d'une cinquantaine de fonds créés dans un laps de temps très court, il y a besoin d'intermédiation, et donc c'est là où les leveurs de fonds se sont créés. Et là tu passes un peu dans le nouveau monde, dans ton nouveau métier. C'est-à-dire que tu n'es plus dans cette industrie... Je passe de l'aéronautique défense, en gros aéronautique défense, gros compte CAC 40, aux startups, aux entrepreneurs du web. Tu avais gardé chemise-cravate quand même oui, mais parce que j'aime bien ça aussi. Voilà, j'ai vu que tu avais ça sur ton site internet. On peut toujours être élégant, mais tout en restant cool. Voilà. Mais un choc de culture. J'arrive dans un monde où, lorsqu'on se pose la question de mais comment on fait l'évaluation, la valorisation de cette boîte-là, donc on essaye de se rattacher à de la technicité, etc. Et en fait, non, quoi. En fait, on fait à l'envers. En gros, on va lever X millions, on va donner 30% du capital, et en avant, ça va se faire en 3 mois de temps. C'est un monde, période 2000, début 2000 en tout cas, c'est un monde hallucinant qu'on ne reverra probablement jamais. Mais oui, parce que début 2000, c'est avant l'explosion de la bulle, c'est ça? Donc toi, tu as bossé, tu as fait 2-3 mois, 4 mois, 6 mois? Absolument. Je démarre début 2000 chez MGT, où je crée le département fusion-acquisition. Voilà. Donc ils ne faisaient que de la levée de fonds, et moi on vient me chercher pour créer le département fusion-acquisition et carte blanche. Donc c'est un peu de l'intrapreneuriat, on peut dire, puisque j'ai vraiment carte blanche sur cette activité. Donc j'embauche une équipe, je crée les standards, je rentre les dossiers, je facture, je fais tout au sein de cette structure, mais pour mon équipe fusion-acquisition. Et là, donc eux font de la levée de fonds, et moi juste à côté, je m'occupe du cycle d'après. Eux lèvent des fonds, et puis quelques mois après, à cette époque-là, ça allait très vite, on cédait les entreprises, quoi. C'était l'époque où les acheteurs étaient Vivendi, Liberty Surf, Lagardère. Et les deals se faisaient en 2 mois. Se faisaient hyper vite. C'est surtout se faisait sur des sociétés très jeunes et très fortement valorisées. On valorisait du goodwill, on valorisait du futur pur. On pensait que le monde allait totalement changer. On pensait qu'il n'y allait plus avoir de magasins dans les rues. Le monde a totalement changé, mais pas comme on le pensait nécessairement à l'époque. Pas aussi rapidement. Pas aussi rapidement aussi. On pensait que ça allait aller extrêmement vite, et en fait, ça prend le temps. Et là, alors, toi, l'avantage dans ta position de banquier d'affaires ou de M&A, c'est que tu n'investis pas. C'est-à-dire que t'es sur des deals, mais tu te craches pas en beauté comme beaucoup, puisque t'es un middleman, c'est ça? Moi, j'investis du temps. J'investis du temps, je passe du temps avec les entrepreneurs, je décide
au moment où l'opportunité se présente de prendre les dossiers. Ouais. Et lorsque je les prends, on part sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, le temps qu'il faut pour livrer une transaction. Okay. Mais effectivement, je ne crache pas. Effectivement, je perds pas d'argent. Je gère une activité. Voilà, donc elle est plus forte, évidemment, en période d'euphorie, en période de deal rapide. Elle est plus dure en descente de bulle. Mais ça a été très formateur, parce qu'après la montée de bulle, on fait des deals hyper rapides, hyper bien valorisés par rapport au sous-jacent, et ne serait-ce que 6 mois après, donc à partir de mi-2001, on va dire, à partir de mi-2001 et en 2002, on ne fait que vendre des boîtes qui perdent de l'argent. Mais tu arrives à les vendre, il y a des deals encore, enfin, c'est hyper dur. Ouais, très dur. Ça a été ma plus grosse formation, en fait. C'est passé, peut-être, j'ai dû faire 1 an et demi, 2 ans à ne vendre que des boîtes qui perdent de l'argent, mais là, en l'occurrence, pas pour les bonnes raisons, parce qu'en période de montée de bulle, quand on perd de l'argent, à la limite, c'est normal. Voilà, il n'y a aucun problème. On valorise par rapport à l'audience d'un site, aux visiteurs, etc. En revanche, quand la bulle tombe, quand la bulle explose, là, quand on perd de l'argent, on ne sait plus faire les salaires de la fin du mois, et donc il faut vendre en urgence. Et la seule façon de sortir une valo, supérieure à 0, on va dire, parce qu'une société qui perd de l'argent, par définition, quand on est en période de descente, ça vaut 0, ça vaut une valeur négative. La seule façon de valoriser l'actif, c'est de faire ce qu'on appelle une auction, c'est-à-dire de faire une enchère, de vraiment mettre en concurrence les offres, de telle sorte à ce que ce soit vraiment le meilleur offrant. Et le seul argument que tu as face à un acquéreur, c'est qu'il y en a un autre qui peut payer plus. C'est tout. Et ça, c'est une vraie école de vente, en fait. Ouais. Et les deals. Alors, il y a un moment où il n'y a plus de deals du tout, j'imagine, non, sur l'explosion. Enfin, il y a quelques mois, dans quelques. Oui et non. Oui et non, parce que si tu te retrousses bien les manches, le marché est vaste. Si tu peux y arriver, mais il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y a des actifs technologiques, on va dire, qui restent. C'est quoi les boîtes? Tu te souviens de quelques noms dont tu peux parler ou pas, que tu as vendu à l'époque, ou il y a des choses, c'est vraiment. Ça remonte. C'est la préhistoire. Tellement loin. Ouais. Ça remonte tellement loin. Mais je me rappelle de la première boîte qu'avait créée Thierry Petit, qui est aujourd'hui le cofondateur et le dirigeant de Showroom Privé. Ça s'appelait Toubo, qu'on a vendu à Liberty Surf. Donc ça, c'était plutôt donc c'est une société qui avait peut-être 6 mois, 1 an d'existence max, qui avait déjà fait une levée de fonds. Donc on était déjà post-première levée de fonds. Incroyable. Et on revendait la boîte avec quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais pour simplifier à l'époque, on a mis 0, bien sûr. Hein, donc 0 chiffre d'affaires, beaucoup de pertes. Et on l'a vendu très bien. Ça a permis à Thierry ensuite de faire le tour du monde et puis de se poser et de co-créer ensuite Showroom Privé. Donc c'était un beau souvenir. Et du coup, là-dessus, tu apprends ton métier qui est désormais le tien. Vraiment sur cette partie. Ah oui, complètement. Alors là, j'ai tellement d'autonomie, à la différence de la banque d'affaires où tu es un parmi beaucoup. Là, je dirige une équipe. Mais comme tu l'as dit, tu le crées aussi. De toute façon, ça n'existe pas vraiment sous cette forme encore. Exactement. C'est le début, donc vous creusez un sillon. On est au début des cabinets conseils / banque d'affaires indépendantes, effectivement, portés par les jeunes entrepreneurs qui sont ouverts à voir autre chose que Lazare, Rothschild et autres. Et il faut aussi dire que ces grandes banques ne sont pas encore équipées pour servir ce genre d'entrepreneurs. Donc oui, on prend un angle, on prend un axe de marché et effectivement, c'est à ce moment-là que je crée mon... Et que ce soit chez Argile ou chez MGT, c'est le genre de métier où tu prends des gros bonus, non ? Ouais, complètement. Ouais, c'est un métier basé effectivement basé sur les bonus. Tu es toi-même payé au success fee, donc en fait, la structure est payée au success fee, donc, et donc tout est axé sur le variable en fait. Le chiffre d'affaires est axé au variable, donc les salaires également, beaucoup. Et pourquoi tu pars du coup ? Je pars tout simplement parce que à un moment donné, on se retrouve fin 2002. Il y a eu la montée de bulle, la descente de bulle. MGT a été un bon tremplin pour moi et je les remercie d'ailleurs. Mais à un moment donné, c'est dur, c'est très dur. C'est comme, je sais pas, quand tu fais du vélo, tu es face à une montée, mais à 10, 11, 12 degrés. Enfin, c'est monstrueux. Il faut juste se retrousser les manches et essayer d'y arriver, essayer de survivre dans ce monde hyper dur. Et l'équipe qui est à côté, l'équipe levée de fonds, a baissé les bras en fait. Et donc, j'ai plus du tout ça me sert plus du tout tremplin, j'ai plus de support, on va dire, et donc je n'ai que mon équipe et à ce moment-là l'équipe levée de fonds et le dirigeant d'MGT étant un peu en vient dans mon équipe, vient un peu
je dirais, déstabiliser mon équipe en disant qu'il faut encore licencier, encore réduire l'équipe, alors que j'étais toujours rentable, je gagnais de l'argent. Voilà, donc on était en désaccord sur l'effort qui convenait de faire, les ressources qu'il fallait garder. Et à partir de là, j'ai prévenu mes équipes, j'étais en divergence avec la structure et que je leur donnais 1 an pour trouver du boulot, parce que je voulais pas les laisser en rade, et j'étais le dernier à partir. Une fois que tout le monde a trouvé du boulot, le capitaine qui quitte son navire, d'accord. J'ai pas quitté le premier. Ouais, d'accord. Et tu... c'est très beau. Et tu t'étais dit donc que tu allais créer un truc à ce moment-là? En fait, j'ai... Parce que c'est pareil, du coup, quand tu fais ça, il faut le dire, mais c'est assez courageux parce que tu prends... Du coup, tu fais plus beaucoup d'argent, donc tu prends plus beaucoup de bonus, donc tu tires une balle dans le pied aussi au passage. Ouais, t'es en mode survie dans un monde bien particulier. Hein. Le post-bulle Internet, moi, je vois des gens pleurer, quoi. Je vois des chefs d'entreprise qui ont refusé des offres, j'en sais rien, 500 millions de francs à l'époque, hein, qui doivent licencier 200 personnes l'année d'après et qui ne voient pas l'horizon, qui voient pas le bout du tunnel. Enfin, c'est terrible. J'ai vu des dépressions profondes, c'est terrible cette période-là. C'est terrible, donc t'es en mode survie. Ouais. C'est marrant parce que quand même, on voit ta partie avant de créer Cambon, puisque juste à ce moment-là, t'as créé Cambon, à peu près, c'est ça, hein, que je dise pas de bêtises. J'ai créé mi-2003. Ouais. C'est vraiment une école tough, quoi. T'es rentré dans un monde dur, que ce soit donc Deloitte, c'est pas quand même pas réputé facile. Argile, où tu l'expliques tout à l'heure. Et puis là, tu prends, t'as pris des claques, quoi, quand même, non? Ouais, mais bon, faut rester quand même lucide. Moins de claques que plein d'autres personnes, évidemment. Voilà, donc oui, parce qu'il y a ce côté un peu middleman qui fait que toi, tu licencies pas forcément, voilà, mais t'es quand même. Et puis je suis dans un monde où il y a du boulot, quoi. Voilà, il y a du boulot. Voilà, j'ai pas le risque d'être à la rue, quoi. Donc ça va. Enfin, à partir de là. Je continue, mais par contre, j'ai une grosse ambition, en fait. J'ai une grosse ambition et elle ne fait que se confirmer, que s'accroître. Plus on prend de confiance, plus on réalise, plus on enchaîne les victoires, entre guillemets, plus on a envie d'aller encore plus haut. Et donc j'ai été déçu de la structure par le comportement sous-ambitieux, on va dire, dans la structure dans laquelle j'étais. Et là, je me posais des questions et j'ai commencé à refaire mon CV parce qu'il n'y avait pas vraiment de... C'était fou de vouloir créer à ce moment-là. En fait, c'était dingue. Quand tu y penses, il y a plus de boulot, quoi. Il y a plus de deals. Il y a très peu de deals. Donc tu as créé, mais comment, pourquoi? Oui, mais on dit souvent que c'est quand tu crées au fond du trou que justement... Ouais, mais t'as pas la maturité de faire une stratégie à ce moment-là. T'as pas de stratégie. Tu sais pas quand est-ce que va s'attester cette crise. Elle peut durer très longtemps. Le haut était tellement haut que c'était brutal. Donc c'est simplement que je commence à faire mes CV et j'ai la nausée, quoi. Enfin, je me dis, j'étais indépendant, j'étais autonome dans cette structure. Ok, certes, j'étais pas patron, mais je commence à refaire mon CV. Et puis ce qui a finalement marqué toutes les années qui avaient précédé, c'était plus de liberté à chaque fois. Donc grosse structure de Deloitte, puis ensuite banque d'affaires plus petite, mais encore avec des patrons un peu illégitimes, puis encore plus petit, intrapreneur, dire autonome et patron d'un département au sein d'une structure. Ça suffisait toujours pas, en fait. Ça suffisait toujours pas. Et donc je commence à faire mes CV et là j'ai 2 possibilités. Il y a un seul truc qui me fascine, il y a un seul truc qui me donnait pas la nausée, c'était l'agence des participations de l'État, bizarrement. C'était rejoindre le Trésor. Voilà. C'est peut-être une espèce de complexe de se dire, voilà, maintenant que j'ai toute cette expérience-là, je vais travailler au ministère. Trip, hein, David, je suis désolé, mais entre la comptabilité, le contrôle de gestion et le Trésor, des trucs financiers. Il y avait un mouvement, Francis Maire était ministre de l'économie, et il y avait un vrai mouvement de s'ouvrir au privé, en fait, et d'aller chercher des talents du privé pour servir les très belles entreprises françaises. Il y avait un truc qui me fascinait, donc c'est le seul CV que j'ai envoyé. D'accord. C'est le seul CV que j'ai envoyé. J'ai passé énormément d'entretiens. Et après, j'avais le choix. J'avais le choix entre aller là-bas ou créer ma boîte. Et ça a été c'est deux choses totalement opposées, totalement différentes, mais j'étais bien entouré autour de moi. Et j'ai eu de bonnes influences qui m'ont fait prendre la bonne C'est quoi le trigger là-dessus qui t'est dit que t'as une rencontre, quelqu'un, tu l'as créé toute seule, ta boîte? J'ai créé tout seul, ouais. D'accord. Qu'au début, t'as 100%? 100% tout seul. Ok. Et ouais, c'est... En fait, c'est marrant, c'est des petits événements de la vie, c'est un déjeuner, en fait, c'est marrant. C'est un déjeuner, voilà. Donc, c'est mon ami Philippe Dorion, donc, qui est quelque part mon grand frère dans
dans ce que j'ai fait. Donc Philippe, il est associé au sein d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Weil Gotshal. Philippe a 3-4 ans de plus que moi. Il est hyper bon dans ce qu'il fait, les numéros 1 français. C'est un avocat hors pair. Et à cette époque lui observait un peu ce que je faisais avec du recul, avec une certaine maturité, et me disait toujours, mais t'as de l'or entre les mains. J'ai pas vu beaucoup de banquiers d'affaires qui travaillent comme toi. Un jour, tu créeras ta banque et tu concurrenceras Rothschild, c'est sûr. Et voilà, non, c'est un peu d'émotion d'ailleurs. Ouais, je vois ça. C'est marrant. Parce que c'est tellement improbable, quoi. C'est totalement improbable. Et il insiste tellement, et c'est un tel beau geste d'amitié, en fait. Le mec insiste, c'est le seul dans cette période complètement dingue qui insiste. C'est fou quand même de se dire que ce déjeuner qui aurait pu ne pas avoir lieu parce que tu te serais pété la jambe la veille ou je sais pas quoi, ou juste parce que lui aurait pas peut-être pas juste vu ça en toi, ou voilà, et tu serais allé au Trésor, ou enfin peut-être pas, mais tu vois, a peut-être changé le truc. Ouais, complètement. Complètement. Et donc Philippe, il se dit, j'arrête pas de lui dire de créer sa boîte. Ouais. Je vais attaquer sur une zone sensible. Je vais l'inviter avec sa femme, et c'est sa femme que je vais convaincre. D'accord. Voilà. Bien vu. Ouais. Et donc, c'est un déjeuner qui commence à midi et qui finit à 20h. Voilà. Si je refais mes calculs, t'avais déjà au moins ta fille aînée, puisqu'elle a passé son bac. Ouais, absolument. Ouais, elle est née en 2000, elle est née en 2000 en plein boom, en fait. D'accord. Ouais. Donc un déjeuner qui finit à 20h. Et là, pendant 8 heures, c'est... faut que tu crées ta boîte. Il parle à Karine, mon épouse, en lui disant à quel point il croyait au truc. Et il invite un copain à lui qui fait des sites web. Et donc, on sort de ce déjeuner, et le lendemain, j'ai des statuts et un site web. Donc l'avocat... Là, j'ai plus le choix. Ouais. T'as juste à signer ou pas, quoi. Ouais. Là, j'ai plus le choix, c'est fini. Ça, ils m'ont porté, ouais. Ils m'ont porté. C'est incroyable. C'est un beau geste d'amitié. Franchement, c'est un beau geste d'amitié. Et je leur suis très reconnaissant. Voilà. Pourquoi Cambon ? Parce que alors c'est assez banal, c'est que chez MGT, donc l'époque où la précédente boîte que je quitte, et rue des Capucines, je me dis bon, je vais créer ma boîte, je vais pas changer toutes mes habitudes, je suis là, je suis bien, donc je regarde un peu autour dans le quartier, et je me rappelle qu'un entrepreneur qui était un de mes clients avait des bureaux rue Cambon. Je l'appelle. D'accord. C'est juste à côté de là où je travaillais. Je l'appelle, je lui dis t'en es où, ça va pour toi, t'as pas un plan locaux. C'est une galère hein, quand on crée là. Ouais. Surtout dans le conseil, l'aspect bureau, c'est typiquement le genre de truc qui peut te dissuader de créer. C'est dingue. C'est des détails pratiques, mais c'est extrêmement important. Deux choses que tu dis, l'aspect bureau, mais l'aspect nom et marque aussi. Je veux dire, cette débilité possible de se dire... moi je vois ou les statuts, d'ailleurs on y revient aussi, mais je veux dire, en gros, je vois tellement de gens qui passent 6 mois à chercher des bureaux, créer des statuts, avoir un nom et un logo, et tu dis non mais en fait les mecs, juste concentrez-vous sur votre business. Exactement. Tout ça c'est accessoire en fait, c'est périphérique. Oui, mais ça dissuade certains. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est une montagne, et comme déjà. C'est un bon moyen d'écrémer à la fois, hein, mais. Complètement. Mais comme le passage à l'acte est déjà compliqué, c'est vrai que ça crée d'autres obstacles, et quand on peut te les faciliter, c'est mieux. Ouais. Donc j'ai été facilité sur l'aspect statut, identité, web, etc. Et sur l'aspect bureau, donc j'ai beaucoup de chance, c'est que j'appelle un entrepreneur que je connaissais rue Cambon et qui me dit écoute, moi je suis en sous-loc depuis 3 ans, j'ai créé tout seul, là on arrive à une dizaine de salariés, ma boîte cartonne, je suis à l'étroit et je vais devoir partir. Magnifique, c'est top. Et c'était au 22 rue Cambon, donc voilà, ça permettait de démarrer de façon très agile, très rapide. Et alors pourquoi Cambon au départ? D'ailleurs la structure s'appelait Financière Cambon, qu'on a renommé Cambon Partners il y a 2-3 ans, parce qu'en fait on sort de la bulle internet, je suis dans la tech, et en fait on en a marre des noms fun, conceptuels, qui veulent pas dire grand chose, et donc moi je ressens qu'il faut un peu d'austérité, qu'il faut du sérieux, un nom très parisien, un nom très parisien, très finance, très incrusté dans le paysage, et puis il faut pas oublier que je démarre à 31 ans.
une activité de banque d'affaires. J'ai besoin de me griser un peu les cheveux. Et donc, Financière Cambon, voilà. Et ce qui est amusant, c'est que juste après quelques semaines seulement, quand j'annonçais que je donnais ma carte de visite, les gens disaient oui, Financière Cambon, bien sûr, on connaît très bien. Ouais, il y a un côté installé. Il y a un côté installé, absolument. Donc ça a aidé pour lancer. C'est pas très marketing. Et au moment où on a senti, 10-12 ans après avoir bien exploité, bien surfé sur ce côté sérieux et ancré, puis après avoir pris 10-12 ans de plus, on a internationalisé le nom puisque ça correspondait davantage à notre activité en fait. Donc ça fait 15 ans que tu as créé Cambon. Le premier... Alors donc, en gros, je vais expliquer ce que tu fais à ma manière. Je vais probablement dire des conneries, mais tu en rajouteras ou tu reviendras sur ce que je dis. Aujourd'hui, vous faites... donc plusieurs choses, donc de la banque d'affaires, vous aidez des entreprises à acheter d'autres entreprises, vous aidez des entreprises à vendre leur entreprise, enfin, ou des entrepreneurs ou des associés, vous aidez des employés à acheter leur entreprise, c'est des LBO ou des choses comme ça, vous aidez des entreprises à lever des fonds. Moi, je te connaissais principalement là-dessus, en fait, alors que finalement, c'est Maxime qui Topolov, dont j'ai vendu l'entreprise, voilà, dont tu as vendu à Diax, qui nous a mis en relation. Mais c'est vrai que vous êtes très très coté, j'ai l'impression, sur les levées de fonds. WeFlash, je t'en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que Cambon avait été largement screené pour nos diverses levées de fonds. Et en l'occurrence, j'ai l'impression que vous avez vraiment un gros pignon sur rue dans tout ce qui est tech. C'est à peu près ça ce que vous faites ? Exactement. Donc, on est spécialisé. À la différence de banques généralistes, on a choisi de se spécialiser. Donc, la tech est effectivement notre ADN. Après, à l'intérieur de la tech, on a différents verticaux, secteurs que l'on couvre. On a le service informatique, logiciel, le e-travel, le e-commerce. On a de l'ultra spécialisation au sein des entreprises que l'on couvre. Et en termes de transactions, effectivement, on va faire des sessions d'entreprise, des levées de fonds, effectivement, et ce qu'on appelle des LBO. Donc, ce sont grosso modo des sessions partielles, donc c'est l'opportunité pour un entrepreneur de réaliser une partie de la valeur de son entreprise, donc de rendre liquide une partie de son entreprise, ou c'est l'opportunité pour effectivement des managers de reprendre l'entreprise dans une phase de transmission. Voilà. Alors j'ai appris récemment, j'ai plein de questions, faut que je revienne. Je voudrais savoir qui était ton premier deal, comment tu commences là-dedans, mais j'ai appris récemment le terme OBO. Donc tu peux faire un owner buy-out, c'est-à-dire que tu te rachètes à toi-même, ta boîte rachète à toi-même une partie des actions, c'est ça ? Ouais, oui. En fait, ça revient, ces termes, on essaie un peu de créer du marketing autour de ça, mais tout simplement, c'est de vendre une partie de son entreprise sans en perdre le contrôle. Voilà. Et dans le cadre d'un montage qui crée un effet de levier vertueux, mais plutôt retenir que c'est une façon de faire du cash, de sécuriser une partie de la valeur de son entreprise. Parce qu'un vrai problème pour beaucoup d'entrepreneurs qui ont 5, 10, 15 ans d'expérience, c'est que, on en parle sur ce podcast avec certains, mais c'est que en fait, j'exagère un peu en disant qu'ils vivent comme des crevards, mais ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent, ils se payent pas depuis le début du tout, même si leur boîte fait des millions de chiffres d'affaires, voire des millions de marge, parce qu'en fait ils réinvestissent tout le temps, etc. Donc ils vivent mal ou peu, et ils ont zéro patrimoine. Effectivement, on a souvent des entrepreneurs qui arrivent, je sais pas, 35, 38, 40, qui possèdent une entreprise. Peut-être qu'ils n'en possèdent plus que, j'en sais rien, 60, 40, 30%, peu importe, ils ont levé l'argent, ils se sont dilués, mais ils sont encore à la tête d'un patrimoine virtuel qui est extrêmement important. Mais effectivement, ils rentrent chez eux le soir et leur bonne femme, elle leur dit bien que t'es bien gentil, mais moi je bouffe des pâtes le soir. Voilà, et en l'occurrence, j'exagère un peu, mais on peut pas partir en vacances. Tu taffes comme un malade, tu vois pas tes enfants, et puis tu passes à la télé un machin à faire le beau ou à faire la belle d'ailleurs, parce que c'est aussi des femmes qui font pareil, évidemment. Et du coup, ils vivent un paradoxe. Ils vivent un paradoxe et ce qu'on appelle l'OBO, effectivement, ou simplement une opération de cash-out, revient à vendre un bout de son entreprise à un fonds. C'est quelque chose qui ne se pratiquait pas beaucoup, voire pas du tout, il y a une vingtaine d'années.
Les fonds adorent pas ça pourtant, parce qu'ils préfèrent. Ouais, parce qu'ils vont se dire que l'entrepreneur, une fois après avoir encaissé une certaine somme, plusieurs millions d'euros, va pas être suffisamment motivé, va aller à la plage. Enfin, on entend des phrases un peu bizarres de temps en temps, mais avec du recul maintenant, parce qu'on a une certaine pratique de ces opérations. Ouais. Il y a aussi des effets. Déjà, on constate qu'elles fonctionnent, pour la plupart. Elles fonctionnent. Et elles ont même, dans beaucoup de cas, des effets vertueux. C'est-à-dire que ça permet à l'entrepreneur d'être plus serein, de prendre un peu plus de risques. Et c'est assez vertueux parfois pour son entreprise. C'est plus audacieux, donc ça crée une ambition supérieure. C'est assez intéressant. Il y a une pression actionnariale aussi qui est amenée par un fonds minoritaire, la plupart du temps, dans un OBO. Donc c'est intéressant comme opération, et avec du recul, ça fonctionne bien. Et donc aujourd'hui, toi, depuis, t'as cette espèce de, c'est le cas de beaucoup d'entreprises, mais d'approche de middleman, donc tu es un entrepreneur entre les entrepreneurs, ou entre les entrepreneurs et les grands groupes, ou voilà. Et les fonds. Comment tu trouves ton premier deal, en fait? Comment t'arrives, parce que c'est bien joli, salut, je m'appelle David, j'ai Cambon, j'ai un site, j'ai des statuts, mais il faut que tu aies quelqu'un qui veuille vendre sa boîte ou qui veuille lever des fonds dans une période pas facile. C'est ton réseau d'avant? Ouais, c'est ça. Je m'appuie sur mon réseau précédent. Et puis j'accepte des deals que les autres n'acceptent pas, en fait. Des deals difficiles. Des petits aussi? J'essaie d'éviter parce que je veux pas parce que quand tu es dans l'ultra petit, dans le micro cap, on va dire, dans le très petit, tu en sors difficilement. C'est quoi un micro cap? Un micro cap, c'est des deals inférieurs à 5 millions. D'accord. Voilà. Donc pour démarrer, j'essaie d'être au-dessus. Sachant que quand tu vends une boîte, par exemple, la commission traditionnelle du marché, c'est quoi? J'ai envie de dire que c'est 5 à 6%, mais c'est dégressif en fonction de la taille. D'accord, oui. Tu prends Évidemment. pas 5%, non, tu vends 12 milliards. Quoi. Exactement. Ouais, bien sûr. Donc c'est un success fee qui est fonction de la taille, qui est fonction de la probabilité de faire le deal, qui est fonction du temps qu'on va y passer. Donc c'est une proposition adaptée à chaque cas. T'as un minimum garanti toujours? Non. On est à risque. D'accord. Non, on est à risque. Donc, il faut vraiment que tu crois au deal. Quoi. Et c'est l'une des clés de ce métier. Si on fait bien ce métier, il faut être sélectif à l'entrée, prendre des deals qui sont faisables. On peut pas être, on n'est pas magicien, on peut pas faire un deal qui est complètement impossible à faire. On est dans l'optimisation, en fait. On prend des deals auxquels on croit à plus de 70-80%, et on va les exécuter tout en améliorant les conditions que l'entrepreneur pourra obtenir par lui-même. Et du coup, il y a plein de trucs chiants dans ce que tu me dis, je vais te raconter pourquoi, mais... Optimisation. Ouais. Non, mais aussi, c'est plus que... moi, je voulais avoir plein de conseils, mais du coup, je suis encore trop petit, il faut que je grossisse pour passer ce cap des... Alors, attention, nous, on aime les entrepreneurs. Ouais. Et on aime aussi leur donner des conseils et passer du temps sans aucune facturation. D'accord. Pour les suivre pendant des années. Les meilleurs deals qu'on ait fait sont des deals où on a suivi les entreprises pendant des années, le temps qu'elles mûrissent, le temps qu'elles prennent la maturité suffisante. Et on a été d'autant plus performants lorsque la transaction s'est présentée. Oui, parce que tu les connais bien évidemment, aussi depuis longtemps. Évidemment. Cette equity story et cette histoire. Ouais. Et ton premier client, tu t'en souviens? Ouais, très bien. Ouais. Colt Télécom. Colt, je me souviens de Colt. Colt Télécom, ouais. Donc c'est un joli client pour démarrer. Ouais. Colt Télécom. C'était gros. Ouais, c'est assez gros. C'est des gens qui m'avaient repéré dans le service informatique. En fait, Colt Télécom est un opérateur télécom, mais qui avait fait l'erreur, comme beaucoup d'autres opérateurs, à l'époque. Non, pas virtuel. Colt avait vraiment son propre réseau. C'est un groupe qui a été financé par un très gros fonds américain, Fidelity, qui est basé à Boston. Ouais. Et en fait, comme beaucoup d'autres opérateurs, ils avaient racheté des activités de services informatiques dans les années 2000, en pensant que les télécoms et l'informatique faisaient bon ménage. En fait, c'était un peu prématuré. C'est venu bien après. Et donc, ils s'étaient retrouvés avec des filiales informatiques dont ils ne savaient que faire. Et ils avaient repéré que j'étais assez à l'aise dans ce secteur-là. D'accord. Et donc, il m'a demandé déjà un diagnostic, on va dire, et puis ensuite la possibilité de prendre le dossier. C'était une société qui perdait beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup, vraiment beaucoup, qui était complètement surstaffée, qui n'avait pas beaucoup de futur.
Mais c'était un challenge assez relevé pour démarrer. Je l'ai pris. T'es tout seul. Tout seul, tout seul. Avec, mais attention, avec un client, une armée une armée de mecs au-dessus, puisque j'ai Colt Telecom et j'ai Fidelity à Boston. La vache. C'est-à-dire que je suis tenu de faire un conf call tous les jours à 19h, tous les jours à 8h du matin, pour dire ce que je fais. Je suis T'es resté dans le process à la Deloitte là. Imposé par un client qui à la fois me donne la chance sur ce premier dossier, mais a complètement conscience qu'il donne sa confiance à quelqu'un qui se lance. Donc il me contrôle de façon très sérieuse. On a l'impression que c'est l'histoire de ta vie à un certain moment, quoi. Et du coup, ça, c'est un gros deal. Ça se vend combien, en gros? Non, c'est pas un gros deal parce qu'on est en crise encore. On est en 2003. C'est une boîte qui perd de l'argent en 2003. C'est, les types se disent, soit on la ferme et ça nous coûte des millions, la fermer, soit on la vend et la mission que j'ai, c'est de la vendre minimum 1 euro. Voilà. Mais en la vendant 1 euro, je leur fais gagner des dizaines de millions. Si tu prends 5% d'1 euro, c'est pas grand-chose. 5 centimes. Non, à ce moment-là, je prends un forfait. Je leur propose un forfait qui n'est pas un pourcentage, évidemment, puisque l'objectif est de vendre 1 euro ou plus. Et ça, c'est combien de temps après avoir lancé Cambon? Ça vient assez, j'ai de la chance, ça vient assez vite, quoi. Ça vient assez vite, c'est un mois après, quoi. C'est un mois après. J'ai la chance que ces gars-là me rappellent. Voilà. T'as jamais eu trop de doute, tu t'es jamais retrouvé à te dire. Non, ça va, ça enchaîne. J'ai capitalisé sur mes références passées. Voilà, j'ai capitalisé sur ces références et puis en fait, tu te découvres, quand tu te lances, tu te découvres une énergie qui est hallucinante. Tu crois pas que tu as autant de force, tu crois pas que tu as autant d'énergie. En fait, t'es invincible, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Voilà. Donc à ce moment-là, je me donne plus le choix d'échouer, quoi, une fois que je me lance. Et ton premier gros deal, c'est quoi? Donc ce deal-là est pas mal en soi, puisque c'est un deal où j'ai beaucoup d'offres du monde entier, enfin vraiment un truc qui me permet de propulser, donc c'est très intéressant. Et après, c'est vendu à qui, du coup, pardon? C'est vendu à Devoteam. D'accord, voilà. Oui, très bien. C'est vendu à Devoteam. Bizarre. Ah oui, non, puisque c'était pour les SI que tu vendais. C'est du service informatique, c'est du service informatique. Après, si on se projette, peut-être mon plus gros deal, ça arrive en 2016. Le deal un peu qui me permet de prendre un virage, c'est pas en 2007, pardon, en 2006. Oui, d'accord, je me disais, la vache. 3 ans, pardon, je vais un peu vite. C'est en 2006, 3 ans après, effectivement. C'est la première offre publique sur Alternext. Donc, je vends une entreprise cotée qui s'appelle D1 à Orange Business Services. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un deal coté, 2 places, dans les 50 millions. Ok. Et pour un type tout seul qui est encore, qui est encore seul avec un junior. Pareil, ça c'est l'histoire d'un entrepreneur, Daniel Derderian, qui a le choix entre prendre Rothschild ou prendre Cambon, et qui croit à l'individu, quoi. Qui croit à l'individu, ça c'est un vrai geste, quoi, aussi. Trop cool. Et à ce moment-là, tu as grossi vite, enfin, je veux dire en termes d'équipe et de choses, tu t'es staffé. De façon linéaire, en fait. Moi, je vois autour de moi quelques autres initiatives de banque d'affaires, de cabinets, conseils, etc., où on fait des grosses équipes et puis on fait les deals après. Moi, je fais l'inverse, en fait. Je fais les deals, je fais les références et je grossis après. Donc, en fait, j'ai toujours un décalage entre faire puis ensuite construire. Et je veux absolument m'autofinancer, pas être en danger financièrement. Donc, j'y vais de façon très solide et linéaire, c'est-à-dire à raison d'une embauche par an, en fait. Donc c'est pas si rapide. C'est tout seul pendant de 2003 à 2005, puis 2, puis 3, puis 4, puis etc. Mais jusqu'à vous êtes on est 35, mais il y a une accélération. L'accélération se fait à partir de 10 ans d'existence, en fait. À partir de 2013, là on a 10 ans, on est dans le cercle. Ça, c'est extrêmement important. Il y a assez peu de banques d'affaires, en fait. Il y a assez peu de banques d'affaires. Une fois qu'on y est bien incrusté, qu'on a le track record, là, on a le flux qui entre. On n'a plus besoin d'aller le chercher. Il entre. Et à ce moment-là, on a accéléré. On est passé entre 2013 et 2010, en 5 ans, on est passé d'une dizaine de personnes à 35 personnes. Moi, j'adore ce métier. Je trouve ça vraiment super cool. Non, mais alors évidemment, c'est plus fun dans les périodes de fast où les choses vont bien. Vendre des boîtes totales en crise, etc. C'est aussi plus sélectif dans les périodes de crise. Aujourd'hui, le banquier d'affaires, faut pas être nécessairement très bon pour faire des deals. Voilà. Alors que en période difficile, là en l'occurrence, seuls les bons survivent. D'accord. Ça, c'est intéressant. Et là, on est quand même, en effet, aujourd'hui, on est quand même dans une période forte. Ouais.
Il y a jamais eu autant de cash. Alors après, maintenant que j'ai Marc Fiorentino sur ce podcast, j'ai l'impression d'être un économiste averti. Mais avec la fin du quantitative easing, on prédit un peu de la fin du cash partout. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Ouais, il y a une période, on va dire les 5 dernières années sont marquées par une masse monétaire et donc des liquidités abondantes dans toutes les classes d'actifs. Et le private equity en a énormément bénéficié parce que performant en fait, une classe d'actifs très performante et donc a attiré beaucoup d'argent. Private equity, hein, c'est par opposition à tout ce qui est public, donc investissement dans le non-coté. Voilà. Le private equity, c'est investissement dans le non-coté avec une décomposition entre le capital risque, société en forte croissance mais pas encore profitable, etc. Et je vais encore plus loin dans l'investissement. C'est comme si quelqu'un investissait chez Cosa Vostra dans ma boîte. Moi, je suis pas coté en bourse, donc c'est du private equity. Exactement. Donc c'est un fonds d'investissement qui investirait chez toi et lui-même est allé chercher son argent auprès des grands institutionnels, fonds de pension, caisse des dépôts, BPI, et de quelques riches privés. Exactement. Donc, avec une promesse de rendement. Alors, capital risque, capital développement. Donc, ce PME en développement qui nous donne capitaux pour faire de la croissance externe ou de la croissance organique, et gros fonds LBO. Alors, en gros, le private equity, c'est ça. Et aujourd'hui, vous conseillez, vous accompagnez plutôt des boîtes qui vendent, c'est ça? Oui, on est positionné ce qu'on appelle sell side, du côté vendeur. Nous, on est proche des entrepreneurs, très proche des entrepreneurs, et donc on est quelque part l'interface entre l'entrepreneur et tout ce monde du private equity et des grands acquéreurs internationaux. Mais c'est là où je te dis que c'est relou tout à l'heure, ce que tu me racontes, parce que j'ai l'impression que quand tu es une PME comme Cosa Vostra, ou on est encore TPE, non, je pense qu'on est PME maintenant, t'as pas grand monde pour... Moi, j'aimerais bien, par exemple, faire des acquisitions. Alors, on en fait une petite, là, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde, parce qu'en fait, t'es dans une sorte de ventre mou, voire même, plutôt... vide, où en fait, comme c'est pas intéressant de faire des deals parce que les commissions sont pas assez élevées, et que nous, on est toujours un peu des barres de fer parce qu'on veut pas donner trop de pognon à des mecs qui te conseillent ou tu sais pas s'ils vont bien te conseiller, et moi, si je voulais racheter demain une boîte à 2 millions, ça intéresse... Enfin, il y a personne qui peut m'accompagner. Si, je me trompe? T'as raison, je pense qu'il faut pas attendre qu'on t'accompagne, il faut que tu ailles tout seul. Oui, ça reste hyper instinctif en fait. En fait, t'es dans la phase où l'entrepreneur doit prouver sa démerde, quoi. Enfin, il doit, mais sur un métier qui est encore une fois, nous moi je l'ai prouvé ma démerde. Tu vois, je suis passé de 0 à 40 personnes plus, quoi, presque 50. Et je veux dire, en revanche, je dois encore apprendre. C'est la beauté de l'entrepreneur, mais je dois encore apprendre un nouveau métier qui est de dire comment je rachète une boîte, qui je rachète, pourquoi je les rachète, à quoi il faut faire attention. Est-ce que, tu vois, j'ai plein de questions. Qu'est-ce qu'il faut racheter comme boîte? Est-ce qu'il faut racheter une boîte qui fait la même chose que toi? Est-ce qu'il faut racheter une boîte qui est complémentaire? Est-ce qu'il faut acheter une boîte qui va bien? Est-ce qu'il faut acheter une boîte qui va mal? Tout est ouvert. Ouais, c'est ça. Tout est ouvert, mais à la limite, il faut pas attendre une banque d'affaires qu'elle te dise quoi racheter. Ça, c'est de la stratégie. Ça, c'est le chef d'entreprise qui doit déterminer la stratégie. Faut que chacun reste à sa place. C'est vrai qu'il y a beaucoup de banquiers d'affaires qui empiètent sur le conseil en stratégie ou qui se mettent à la place de l'entrepreneur. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'exécuter une transaction. Donc en fait, une acquisition, c'est toi qui dois le sentir. Qu'est-ce qui doit bien compléter tes activités, qu'est-ce qui te permet de créer de la valeur. J'apprécie la franchise là-dessus, hein. C'est intéressant. Clairement, et au moment où tu l'as identifié, on va t'aider à rédiger l'offre, à évaluer la boîte, à lever ton financement si tu as besoin de financement pour payer le prix. Mais c'est ça le banquier d'affaires. Oui, on peut apporter un peu d'intermédiation, on peut, à l'écoute de ta stratégie, on peut avoir des idées parce qu'on est dans un réseau, dans un écosystème, on brasse beaucoup de contacts. Mais ce qui est du coup intéressant, où il y a un segment de marché, je pense, depuis assez longtemps. Hein, on a testé un truc l'année dernière qu'on n'a pas réussi, mais j'aimerais bien retester là-dessus. Il y a un segment de marché sur des capitalisations, des valorisations d'entreprises entre peut-être 1, 2, 3 millions et 15, 20, peut-être 30, peut-être même jusqu'à 50, où en fait...
y a des boîtes, par exemple, qui vont bien, mais des gens qui en ont marre, ou des boîtes qui vont pas très bien, mais avec des gens qui sont compétents, ou des choses. Et en fait, là-dessus, il y a une sorte d'immense vide enfin, c'est un marché qui est pas très animé, qui est pas animé, qui est pas intermédiaire. En fait. Il y a pas d'intermédiaire, et donc on rapproche moins les besoins, les personnes, etc. Il y a des boîtes qui se plantent alors qu'elles intéresseraient de leurs concurrents ou de leurs confrères. Il y a ou de leurs intermédiaires, de leurs fournisseurs, de leurs clients. Enfin, je pense que elles sont quand même entourées. Ces boîtes-là sont entourées de leurs experts comptables, sont entourées de leurs avocats. Ce sont des prestataires qui sont là, y compris, qui ne raisonnent pas en termes de taille d'entreprise, donc ils sont autant passés. Et ce sont eux qui peuvent servir de courroie de transmission à l'environnement de la finance quelque part. Voilà, ce sont les conseils de proximité qui nous relaient les dossiers. Donc quand il y a un besoin, y compris sur des tailles relativement limitées, on est quand même sollicité. Mais tu as raison, elles sont pas dans la lumière, elles sont pas courtisées, elles sont pas très animées. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Bon, je vais te poser une question méga con, mais tu aimerais me donner une réponse méga con, mais combien ça coûte une entreprise? Comment tu la valorises maintenant? Tu m'as dit une entreprise? Ouais. Non, mais même ouais. Je la fais exprès au sens très large. La valeur, le prix, ouais. C'est pas scientifique déjà. Il y a vraiment une. Pour être un peu technique, on va dire que c'est lié à ce qu'elle est capable de générer comme résultat dans le futur. Alors, c'est complètement lié à ça. Donc c'est quand même lié au futur. Tu rachètes une entreprise par rapport à ce qu'elle peut te ramener comme résultat dans le futur, mais tu résumes ça. Il y a un langage commun maintenant qui est un multiple de résultats. D'accord. De même que je vais aller à la limite, je vais dégrader un peu mon métier en disant que c'est un petit peu comme un appartement. Tu vas évaluer un appartement en disant que celui-ci vaut, 12 000 euros du mètre, l'autre vaut 8 000 euros du mètre pour différentes raisons d'emplacement, de critères, etc. Une entreprise, tu vas dire qu'elle vaut 10 fois l'EBITDA, 12 fois l'EBITDA, 8 fois. Plus ou moins le résultat net. Le résultat avant impôt. Le BE dans un langage français. Ouais. Et donc, ce multiple d'agrégats financiers est un hyper résumé de la valeur d'une entreprise. Et il change en fonction des marchés, des endroits où tu es. Il change en fonction du potentiel futur, qui est lui-même lié au constat du passé, bien sûr. Qui est lié, et ça j'ai une question là-dessus, mais je pense aussi à l'acquéreur. C'est-à-dire que récemment, sur une petite intermédiation que j'ai pu faire, un acheteur disait à quelqu'un que je connaissais qui m'avait demandé disait moi je veux pas payer la valeur que je vais donner à votre entreprise demain, et c'est débile en soi, non? Là c'est le négo. Tu as deux notions. La notion de la valeur, c'est une notion entre guillemets théorique. Lorsqu'on vient nous voir, nous on va je dirais donner une indication, donner un diagnostic sur la fourchette de valorisation possible, à la fois théorique mais aussi résultant de notre constat de marché, de notre activité sur le terrain en permanence. Après, il y a le passage de la valeur au prix. La valeur, c'est une chose. Après, il faut arriver au prix. Et le prix, c'est ce qu'un acquéreur est prêt à payer. C'est autre chose. Ça, c'est complètement le travail d'un banquier d'affaires. Passer de la valeur au prix, c'est complètement le job. Le prix peut être dans la fourchette, mais toute la beauté du truc, c'est d'arriver à un prix supérieur à la fourchette. Oui, sachant que le prix peut varier, notamment si tu as plusieurs acheteurs. Alors, exactement. Donc, ça, c'est le travail de process, ce qu'on appelle. C'est le travail de process. C'est le travail qui consiste à créer une situation favorable pour l'entrepreneur qui se traduit par plusieurs offres dans un même horizon de temps. Et donc, plusieurs offres, une situation d'enchère, en fait, après quelques mois de discussion qui tire nécessairement les conditions à la hausse. Puisque si l'actif est bon, s'il y a plus de deux acquéreurs mobilisés et qui ont pris le temps de se mobiliser pour ça, celui qui veut faire l'affaire va être obligé de mettre un petit peu plus. Ce qui fait que de temps en temps, tu as des prix quand même complètement délirants sur des choses. Non. On amène les sociétés à leur prix. Il n'y a pas de délire. Le délire, c'est les années 2000. C'est la bulle. Il n'y a pas de délire. Aujourd'hui, je constate pas ça. Je constate des bons prix donnés à des sociétés relativement disruptives. On est dans une économie où les cartes sont rebattues.
il y a des champions de demain face à des champions d'hier, quoi, fatigués. Il y a des mastodontes qui sont pleins de cash aussi, qui ont besoin de se réinventer, qui ont besoin de se digitaliser, qui ont besoin de se transformer, etc. Et donc, lorsqu'on arrive en apportant la solution du futur, en l'ayant démontré, je ne parle pas de start-up, je parle de sociétés relativement matures qui ont pris leur marché et qui viennent déranger ces mastodontes, ça vaut beaucoup d'argent, c'est normal. Et c'est quoi le conseil que tu donnes à quelqu'un qui... alors que tu me donnerais par exemple à moi, sachant que moi je suis plutôt, tu vois, dans une optique où je me dis je voudrais grossir et je voudrais emmener tout ça hyper loin et voilà. Mais il y a un moment où tu peux te dire, un jour on vendra. Comment j'ai le souvenir d'avoir... parlé avec Pierre Doncieux, je crois, qui a vendu Relax News à Publicis, qui me racontait comment il avait mis en place tout ça très tôt. C'est quoi les best practices sell-side, pour prendre des anglicismes, du côté vendeur, comment... Moi, je trouve que quelque part, je crois pas qu'il faille trop se préparer pour la vente. En fait, ça ne doit surtout pas être l'objectif de l'entrepreneur, je trouve. Les meilleures conditions, les meilleurs prix qu'on ait obtenus, c'est lorsque l'entreprise était en marche, quoi, était vraiment en mouvement et pas en préparation de vente. Mais tu as quand même toujours un mandat, toi. Donc elle est à vendre à ce moment-là. Ouais, mais elle a c'est rarement ça résulte, enfin c'est rarement c'est rarement abrupt, quoi. La société a été contactée, sollicitée, approchée, draguée, et donc l'entrepreneur décide à confier un mandat. Elle est en mouvement, elle a attiré l'attention, elle a fait du bon boulot, ça s'est su, ça se voit, ça correspond à un actif stratégique pour d'autres. Donc c'est d'abord le bon boulot, quoi. Le bon boulot, la bonne équipe, la mettre dans la lumière, la mettre dans la lumière de façon relativement juste normale, enfin bien communiquer autour de ce qu'on fait. Et puis ça crée des contacts, ça crée des sollicitations, et après on va avoir son banquier d'affaires. Alors il y a certains cas où on prémédite beaucoup plus les choses, c'est aussi possible, mais la base de tout, c'est de bien amener son entreprise, bien bosser, une entreprise en plein mouvement de croissance, bien organisée. Ça, c'est tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas beaucoup plus à faire, tout simplement. Okay. Après, nous, on prend le relais et on prend conscience de l'importance du sujet. On nous confie le bébé. D'ailleurs, les entrepreneurs l'appellent comme ça. Ouais. On nous confie le bébé, et là, on prend sur les épaules et on banalise surtout pas. On prend toute conscience de tout l'enjeu à ce moment-là, et on est le dernier maillon pour amener à bon port, quoi. C'est cool, tu m'as amené plein de super invités sur ce podcast. Ouais. Tu t'es passé sur une école, on le disait, un peu dure finalement, tes premières années de boulot, etc. Aujourd'hui, tu arrives à lever le pied Je suis assez passionné encore. Et ça, c'est une chance, en fait. C'est une énorme chance. Quand je vais au boulot, c'est... Oui, c'est du... En fait, je travaille... Je vais t'arrêter là, mais ça me fait toujours marrer, parce que de ta part, quand je vais au boulot, ça sous-entend que de peut-être 8h le soir à 8h le matin, tu ne bosses pas. Plus ou moins. C'est pas le cas. Non, mais c'est toujours cette expression qu'on a tous de se dire quand je vais au boulot, mais en fait... on est connecté tout le temps, effectivement. J'aime bien travailler le soir. Ouais, en fait... Non, je suis d'accord. Effectivement, le monde a tellement changé, on est ultra connecté, on bosse un petit peu de partout. Et en fait, j'ai la chance... Alors, je bosse encore beaucoup. Voilà, donc, en termes d'heures, c'est très dense, mais avec énormément de passion. Et ça, c'est une vraie chance. Et c'est un point commun avec tous les... Enfin, t'as des gens pour qui tu vends des boîtes qui bossent pas beaucoup? Il arrive certains modèles d'entreprises sont tellement bien faits qu'au bout d'un moment, elles tournent toutes seules. C'est exceptionnel. Ça, à la limite, c'est la plus belle démonstration de projet d'entreprise réussi. Elles dépendent plus du tout du fondateur. Elles tournent toutes seules, quoi. Ce sont des modèles où il n'y a plus besoin. Il est fait, il est beau, il tourne. Il grossit. Exactement. Soit il y a des équipes qui gèrent bien, soit il y a même des automatismes, des process, un système d'info, un écosystème mis en place qui fait que ça fonctionne. Voilà, ça a été mis en place et ça tourne, ça fonctionne, et c'est porté par le marché ensuite.
Non, ça, ça. C'est pas le trait commun de tous les entrepreneurs d'énormément travailler. Non. Et du coup, je reviens après à ton regard et tout ça, mais tu as vu beaucoup d'entrepreneurs qui vendaient des boîtes très chères potentiellement, qu'on fait des LBO ou qu'on fait. Il y a des choses que tu notes qui sont communes à tous. C'est un peu ma quête sur ce podcast, mais. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que non, il n'y a pas de portrait robot, il n'y a pas de portrait type. Et c'est ça qui est assez magique en fait. On essaye à la première rencontre, quand on découvre un nouvel entrepreneur, un nouveau cas, une nouvelle transaction, on essaye de mettre les choses dans des cases et en fait, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Chaque entrepreneur a ses forces et faiblesses, va chercher ses énergies de façon très personnelle. C'est à chaque fois différent. Et non, ce qui peut-être que le seul trait commun, les deux traits communs, je dirais, c'est un peu de folie. Ouais. Un peu de folie et beaucoup d'énergie. Voilà, mais tout le reste, c'est ouvert. C'est ouvert. On peut avoir des gens sympas, pas sympas, travailleurs, pas travailleurs. Enfin, c'est vraiment très, très varié. C'est marrant parce que j'hésite de temps en temps à renommer ce podcast qui s'appelle donc Génération Do It Yourself, parce que je me dis bon, c'est un peu con, un anglicisme Do It Yourself, puis ça rappelle un petit peu le côté DIY manuel qui est peut-être pas forcément complètement et à la fois bon, il a beaucoup de sens selon moi pour les entrepreneurs, ils le font eux-mêmes, et l'un des noms que j'aime beaucoup, c'est la martingale, toi qui est joueur ou en tout cas fils d'eux et la martingale, c'est quand même quelque chose qui est une chimère en fait, qui n'existe pas vraiment, une clé, une recette du succès au jeu. Et finalement, je pense que ça va bien à ce podcast parce que je suis en quête de cette martingale en fait. Ouais, c'est un joli nom. Ouais. Ce serait un joli nom, mais t'es en quête, mais je pense pas qu'elle existe. Mais tu trouves des lignes où il y a des inspirations, c'est ça en fait qu'il faut essayer. Il y a des influences et en fait, moi je bénéficie de ça. En réalité, à force de rencontrer des entrepreneurs, à force de traiter leurs transactions et donc de passer 6 mois avec eux de façon ultra intense, très proche. Tu progresses. J'ai de l'influence. Je suis mais alimenté par toute cette influence permanente qui est extraordinaire et très variée. Et après, je garde ce que j'ai envie de garder. Et tu sais que c'est vraiment toute l'origine de ce podcast. C'est-à-dire que j'écoutais quelques podcasts plutôt américains à l'époque parce qu'il n'y en avait pas trop en France. Et je me disais, en écoutant des gens qui ont fait des choses incroyables, j'ai l'impression que ça me bonifie, ça me grandit, ça m'influence. Complètement. Moi, c'est ce que j'adore dans mon métier. En fait. Okay. Concrètement, je parlais de passion tout à l'heure, ce qui me passionne, c'est cette rencontre. Voilà, c'est cette rencontre avec l'entrepreneur, de comprendre son monde, de comprendre ce qui fait qu'il a créé et qu'il a développé une entreprise successful. Quels sont ses ressorts, où il va chercher ses énergies, ses talents. J'adore ça. Et alors, dans tout ça, du coup, dans ton orga, tu arrives à voir tes enfants, t'arrives à voir ta famille, t'arrives à voir tes chevaux. Ouais. T'arrives à... Tout ça. Je les mélange pas. Non. Tout ça en même temps, ouais. J'adore ma famille, j'adore mes enfants. Et oui, j'arrive à les voir. On se débrouille, on n'est pas strict. À midi, on se couche un peu tard. On passe du temps ensemble en Normandie le week-end. Voilà, mon petit havre de paix, c'est la Normandie le week-end. D'accord. Voilà. Et donc, c'est à la fois mes enfants et les chevaux. D'accord. Qui font partie de ma vie aussi. Ouais. Donc, je me sens proche de mes enfants. Ouais. Je peux pas dire que je les vois tous les matins et tous les soirs, évidemment. Ouais. Mais quand on se voit, on a une bonne relation, une bonne communication. Je pense qu'on s'aime. Enfin, je suis même sûr. et ouais, ça se passe bien en tout cas. Ouais. Ça se passe bien. Et alors, le cheval, c'est une passion, c'est aussi un business, j'imagine, un peu, beaucoup. Ouais. C'est tout. Ça part d'une passion. Ça part peut-être aussi d'une... Mais sans trop le vouloir, d'une petite revanche sociale, peut-être. Ouais. Voilà, c'est moi, mon père, effectivement, joueur, m'amenait tous les week-ends. C'était le seul loisir familial depuis que je suis tout petit. Je vais sur les hippodromes depuis tout petit et je rentre pas par la grande porte, bien sûr. Hein. On rentre par la petite porte, vraiment, celle des joueurs. On a à peine de quoi payer l'entrée. Enfin, oui, il n'y a pas des grands joueurs en plus. J'imagine qu'il y avait plusieurs portes de joueurs. Ouais, en plus. Ouais, voilà. Et ça me fascine, c'est un monde qui me fascine. Et puis c'est un monde aussi où je vois mon père comme un patron, quoi. Ce qui est pas nécessairement la façon dont on l'a vu toute sa vie, dans toute sa vie active, quoi.
Donc c'est une super relation avec mon père dans un milieu assez fascinant, beau, sportif, intéressant. Et puis arrivé à l'âge où j'ai pu me faire un peu d'argent, j'ai franchi le cap, encore influencé par mon ami Philippe Dorion, encore mon parrain, qui est un déjeuner, encore une fois, il me dit c'est quoi ton rêve dans la vie? C'est de créer une écurie de chevaux de course. Il revient 6 mois après en me disant écoute, c'est bon, j'ai le pognon, j'ai rassemblé quelques potes, on va acheter des chevaux ensemble. Voilà. D'accord, j'allais te poser la question si tu l'avais fait toute seule ou pas, parce que non, c'est un truc alors les chevaux, c'est un truc de copain, c'est vraiment un truc de copain, c'est acheter des chevaux, les partager, prendre un bout chacun, vivre des grands moments sportifs, des belles émotions dans des beaux endroits. Je fais ça notamment, je sais pas, avec un entrepreneur qui s'appelle Steve Burgraff, qui est le patron de Big Fernand. D'accord. Très sympa, qui s'est pris de passion aussi pour ça. On a vécu le prix de Diane cette année ensemble. Non, c'est super. Et puis j'ai remonté le prix de passion. Pareil. Alors après, j'ai toujours ce côté entrepreneurial. Je suis remonté en amont. J'ai remonté la chaîne et j'ai acheté des terres pour élever des chevaux sur mes propres terres. D'accord. Voilà. Et les revendre lorsqu'ils arrivent à l'âge d'1 an, ce qu'on appelle des yearlings. Ouais. Donc j'en garde certains, j'en vends certains. C'est devenu une activité sympa dans un endroit magnifique où c'est le calme absolu et je passe mes week-ends avec les agriculteurs en fait. Voilà. Ouais. Donc c'est une telle rupture avec le monde de la finance parisienne, très terre à terre. C'est extraordinaire. Donc ça me nourrit et ça m'équilibre complètement une fois arrivé le week-end là-bas. Ouais. Moi j'ai découvert ça avec des potes en sortant d'école où on a acheté un cheval à, je crois, une dizaine. On a mis 500 € chacun, donc quand même pas grand-chose. Et en fait, on en a eu jusque 3. On en a racheté, revendu, fait naître aussi. T'as vécu bon moment. Ouais, on s'éclate. Alors plutôt à Vincennes qu'à Longchamp. Sympa aussi. C'est très sympa. Et c'est vrai que bon là, on est sur un bad beat en ce moment. Il faut qu'on se relève parce que la belle épopée pourrait s'arrêter à un moment où je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mis 500 €. Oula, je me suis. Ah, j'ai déclenché mon audio, pardon. Qu'on mis 500 € pour arriver à des choses comme ça. Généralement, ça coûte un peu quand même, non? Ça coûte un peu, mais à la différence de plein d'autres hobbies, où on ne fait que dépenser. Dans les chevaux de course, on peut aussi gagner. Et tu montes pas, toi? Si. Non, je monte pas. J'ai jamais eu l'opportunité. Comme je te dis, moi, c'est Paris intramuros, 13e arrondissement. J'ai pas eu l'opportunité de pratiquer. Non, c'est plus la fascination du cheval, du jockey, de l'entraîneur. C'est comme un peu de la Formule 1. C'est la préparation à l'extrême et puis l'esthétique. L'esthétique, un cheval à pleine vitesse. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et t'as d'autres soupapes, du coup? Tu fais du sport? Sport, toujours. Sport, beaucoup. Sport, yoga. Beaucoup de vélo en Normandie, donc vélo de route, natation, yoga en semaine. J'essaye de bien équilibrer, d'être fort et plein d'énergie. Si t'avais l'opportunité de rencontrer David, mettons... je sais pas, on va dire juste quand tu étais chez je cherche MGT? le nom. Non, juste avant chez Argile, ouais. Et te glisser un petit mot comme ça et te dire qu'est-ce que tu te dirais? Il faut croire à l'impossible, quoi. Faut pas se mettre de limites, c'est dommage. Faut pas s'arrêter là, il faut croire à l'impossible. Il n'y a pas aucune limite. Ouais. Ce qui m'arrive, ce que je vis aujourd'hui à la fois dans la banque d'affaires parisienne et dans l'élevage en Normandie, j'aurais même pas pu y rêver en fait. C'était tellement inaccessible au moment où j'ai démarré que j'aurais même pas pu imaginer. Et heureusement par la chance, par l'influence, par les bonnes paroles autour de moi et par l'énergie au quotidien, j'y suis arrivé, mais j'aurais pu me mettre des limites et finalement envoyer un CV et retourner dans le rang parce que je n'aurais pas suffisamment cru. Voilà, donc c'est très important et c'est ce que j'enseigne aussi à mes enfants, c'est essaye de réfléchir à ce qui te fait rêver et vas-y, quoi, surtout. Sachant que c'est, je pense, très commun dans certaines formations ou certains métiers, je veux dire...
tu te dis, c'est pas dans l'audit que tu vas chercher les plus audacieux et les plus grands rêveurs de gens, à tort ou à raison, mais je veux dire, à la fois dans des métiers créatifs ou des choses comme ça, t'as plus des gens mais ça veut pas dire qu'ils réussiront mieux, hein, justement, c'est pas ce que je dis, mais je veux dire... plus t'as fait d'études, plus t'as à perdre, en fait. C'est-à-dire que tu t'es investi lourdement pendant 5-6 ans, tu t'es saigné, t'as bossé énormément, les concours, les examens, les trucs, et à ce moment-là, tu te dis, bah, je vais amortir ça, je vais exploiter ça dans un bon salaire, dans un bon cadre, et je vais suivre ma voie. Le courage d'arrêter ça, et donc tout cet investissement de temps qui commence à peine à payer, ouais, faut le faire, quoi. Tu sais, le courage de le faire. C'est une des vraies, je pense, une des vraies choses que j'apprends sur ce podcast, c'est tu te rends compte en fait que plein de gens qui ont fait des grandes études, comme tu le dis, hein, des polytechniciens, des HEC, un certain nombre de personnes que j'ai vues, où tu sens que le fait de partir de leur boîte après 4, 5, 6 ans d'expérience professionnelle, c'est un truc où en fait il fallait être courageux. Et à l'inverse, quand je prends Jacob Abou, Paul Morlet plus récemment, le type se dit, mais en fait j'avais rien à perdre. Quoi. Moi j'ai un BEP, j'ai pas le bac, je suis complètement autodidacte. Et puis en fait j'avais pas le choix. Non seulement j'ai pas le choix, mais j'ai rien à perdre. Alors que de l'autre côté, et c'est drôle parce que tu te dis que finalement ça va, tu vois, celui qu'on doit plaindre ou en tout cas c'est vraiment pas celui qui a fait HEC et en fait je dis pas qu'il faut le plaindre, je dis juste que il y a ce moment où il faut un certain courage qui est intéressant à avoir. C'est sûr, et pour peu qu'après après grosses études, 5 ans d'expérience, tu rencontres ta future épouse, tu commences à faire des enfants, etc. C'est terminé. Il y a un moment où il faut y aller. Moi, en fait, quand j'ai démarré... Mais tu dis c'est terminé. Alors, je veux pas dire, mais je suis... En fait, et je pense qu'on n'est pas d'accord. Enfin, moi, je suis pas d'accord. Et je pense que... Enfin, en tout cas... je suis pas d'accord du tout. Si ton ambition ou ton envie, et si c'est pas le cas, faut surtout pas le faire parce que tout le monde doit pas faire ça. Mais si ton ambition et ton envie c'est de faire autre chose, faut surtout à un moment tout plaquer. Et c'est pas parce que t'as un emprunt, c'est pas parce que t'as une femme et parce que t'as des enfants que en fait tu seras probablement plus malheureux avec un gros appart dans un bel arrondissement de Paris ou de Marseille et un gros boulot et un gros truc quand tu fais pas ce que tu as envie de faire, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et moi, j'ai appliqué l'inverse, en fait. Pour me pousser, je n'ai fait que me charger. C'est-à-dire faire des enfants, dépenser beaucoup, en avance, me mettre à risque tout le temps. Et c'est comme ça que j'ai créé mon instinct de survie. J'ai plus le choix. Non seulement j'avais pas le choix au départ, mais en me chargeant encore plus, j'ai encore moins le choix. Et ça, c'est important. Je pense que moi, ma première fille, je l'ai faite quand j'ai glissé vers l'intrapreneuriat MGT. Ma deuxième, c'est quand j'ai créé Cambon. Ma troisième, c'est après quelques années. Et puis dépenser beaucoup dépenser, surtout pas de serrer. Vivre en seigneur, vivre en ambitieux, anticiper le futur. C'est parce que t'aimes les belles choses, c'est parce que t'as envie de dépenser que ça va te donner suffisamment faim, quoi. C'est pas mettre de l'argent sur un compte en banque qui va te donner. Enfin, en tout cas, dans ma personnalité, dans ma sensibilité. Voilà. Après, d'autres sont plus sensibles à l'argent en tant que tel. Mais moi, fallait que je me donne plus de me crée des besoins, quoi. Voilà, je me crée des besoins et que j'ai envie de posséder plein de trucs qui créent ma frustration quand j'étais gamin, finalement. Ouais. Bah écoute, c'est un super bel échange. Je te remercie pour tout ce temps-là, David, et j'ai été ravi de te croiser. Où est-ce qu'on te suit, de te rencontrer, parce que on ne s'est pas croisé, on va se revoir. Où est-ce qu'on te suit sur les réseaux sociaux, LinkedIn, on peut t'ajouter, Twitter. Ouais, ça va, je active, enfin pas hyper actif. Là où je suis peut-être le plus actif, c'est LinkedIn. On peut t'ajouter ou faut te suivre? Bien sûr, bien sûr, pas de problème. Non, c'est ouvert. Moi, je suis assez ouvert, je suis très accessible et puis. Tu regarderas mon site web, je laisse mon numéro, je laisse mon email, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai aucun problème à l'échange. Je me rends pas rare pour me rendre rare. Au contraire, j'adore échanger et si je peux aider qui que ce soit, je le ferai avec plaisir. Ok, bon, bah écoute, super. Je te remercie 1000 fois. C'est moi. À tous, n'hésitez pas, je le dis, comme vous êtes encore là au bout de tout ce temps-là,
Beaucoup d'entre vous l'ont fait, mais beaucoup de gens me disent « Ah non, mais je ne l'ai pas encore fait. » Mais c'est notez ce podcast, s'il vous plaît, sur iTunes. C'est important pour moi. Et partagez-le avec vos amis. Parlez-en. Chaque épisode, ça vous fait penser à quelqu'un autour de vous. Envoyez-lui par email. Voilà. Je crois que je vais finir par un jour, après 60 épisodes, alors que c'est mon métier, par créer un site internet pour cet audio, puisque ça peut servir à quelque chose. On y vient bientôt, mais voilà, je vous remercie de votre soutien, de votre partage, de vos gentils mots à chacun et à certains à qui je ne réponds pas parce que, contrairement à David, je ne suis pas sympathique ou surtout j'essaye de l'être, mais j'ai pas toujours le temps en ce moment. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Génération Do It Yourself. Merci d'avoir écouté Génération Do It Yourself. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur iTunes ou SoundCloud, à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook ou LinkedIn en tapant Génération Do It Yourself ou Mathieu Stéphanie. Merci à Cosa Vostra pour la production de ce podcast. L'habillage musical est issu du morceau Night Owl de l'artiste Broke for Free.